Vous écoutez Apérosexo. Vous écoutez Apérosexo, un podcast fait par deux meilleurs amis et professionnels en sexologie. Vous allez entendre parler de dating, de relations, de break-up. On veut vous accompagner dans votre vie sexuelle, dans votre vie intime, dans votre vie amoureuse. Voilà. Bonjour. Comment allez-vous ce soir? Aujourd'hui, on a reçu Juliane, mon amie du cégep, qui nous a contactés pendant l'hiver pour venir parler de racisme sexuel et de fétichisation sexuelle. Ouais. Fait qu'elle nous parle beaucoup de son expérience aussi. On a parlé beaucoup du dating. Ouais. À quel point, genre, elle nous a donné vraiment des exemples concrets d'anecdotes qui sont arrivées dans sa vie. Puis c'était vraiment pertinent. On a appris vraiment beaucoup. Ouais. Comme on dit dans l'épisode, on en a parlé brièvement au bac. Puis c'était vraiment important qu'on reçoive quelqu'un pour son vécu. Fait que c'est vraiment un épisode pertinent. À écouter. Elle s'est ouvert beaucoup sur sa relation mixte, dans le fond, avec son chum blanc. Puis de trouver aussi les green flags, les red flags dans les relations quand t'es une personne racisée qui date des personnes blanches. Nous, en tant que personnes blanches, comment on peut être des meilleurs alliés pour les personnes racisées dans le dating, dans la sexualité, comment on entre en interaction avec les gens. Puis juste de parler de racisme systémique de manière générale, puis comment ça infiltre nos relations amoureuses et sexuelles. Voilà, bon épisode. Aujourd'hui, l'épisode est présenté par nos quatre partenaires officiels. Ecclesia. Ecclesia, qui est une boutique de meubles vintage et seconde main. Tout ce que vous voyez toujours dans les visuels est disponible pour la vente. Vous pouvez aller voir son site web, vous pouvez aller voir sa page Instagram aussi. Il y a de la nouveauté hebdomadairement, c'est par semaine. En tout cas, chaque semaine, il y a des... C'est semaine, je pense. Chaque semaine, il y a des nouvelles pièces à découvrir. Exactement. Ensuite, nous avons Fleur Sauvage, qui est une compagnie d'ici, comme tous nos partenaires, qui fait de la lingerie et aussi du gear BDSM en cuir vegan. Donc, des accessoires comme des jarretières, des menottes, des masques, des gants qu'on ne parle pas souvent, très classe. Fait qu'allez voir cette petite lingerie coquine. Devin Lang, qui est une compagnie canadienne de sous-vêtements. C'est très doux, très coloré, très le fun. Confo. Différent. Il y a souvent des nouveaux launchs de nouveaux produits avec des nouveaux designs. Fait que allez jeter un coup d'œil à leur page Instagram et à leur site web. Et finalement, notre cher Mono Kenny, qui fait des cours de poterie et qui fait des pièces de poterie. Si vous voulez faire des cours, vous pouvez en faire en groupe, entre amis, en date, c'est possible, ou acheter des pièces préfaites par Mono Kenny comme des tasses, des assiettes à bijoux, des colliers. C'est une compagnie qui vaut vraiment la peine de découvrir parce que tout est magnifique. On remercie ces 4 partenaires de rendre possible la saison 2 du podcast. Merci. Bonjour. Hi. Hello. Aujourd'hui au podcast, on a décidé de parler de racisme et de fétichisation sexuelle. Puis pour parler de ce sujet-là, on a invité Juliane. Hello. Bonjour, Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va tellement Juliane nous a bien. amené des biscuits aujourd'hui pour... Oui, c'est vrai. C'est tellement fin. C'est la première fois qu'une invitée nous apporte un cadeau. Genre, c'est fin. vrai? Et elle Oui. porte notre merch. Genre, quand t'es Oui. sur nous, j'étais genre, ah, c'est tellement cute. Oui, C'est vraiment fin. Grande fan. Juliane, on s'est connus au cégep. Dans le fond, on est allés au même cégep. Fait que c'est là qu'on s'est rencontrés. Puis tu nous as contactés, genre, en hiver pour faire partie du podcast, si je me trompe pas. Ouais. Je voulais savoir qu'est-ce qui t'a motivé à venir parler de ça avec nous. Mais... Ben, disons que j'ai un grand amour pour les podcasts, là, particulièrement les podcasts québécois. Comme tu dis, ça fait déjà depuis 2017 là, qu'on se connaît. Puis là, Ouais. quand vous avez parti le podcast, je suis devenue fan. Puis, tu sais, j'ai commencé à écouter des podcasts de manière importante en 2020, OK. pendant la pandémie. Oui, comme tout le monde. Ouais. Comme plusieurs personnes. Puis, entre autres, l'année 2020, ça a été une année difficile pour les personnes asiatiques, Ouais. les personnes noires, puis les personnes autochtones Mhm. aussi. Puis j'ai commencé à m'éduquer, à écouter des podcasts sur le racisme. Ensuite, il y a eu comme une mini-émergence des podcasts au Québec qui parlent de la sexualité. Puis il y en avait quelques-uns qui parlaient du fétichisme racial, puis du racisme sexuel. Puis c'est pas des mots... Tu sais, qui étaient super, tu sais, familiers avec moi. Puis là, j'ai écouté les podcasts, puis là, j'ai fait « Oh, OK, c'est exactement des mots, des situations que j'ai vécues. » Fait que là, ça a sonné quelque chose en moi. Puis là, j'ai fait « Ah, ben ça serait intéressant d'en parler, peut-être, dans le podcast. Vous n'aviez pas d'épisode spécifiquement sur le sujet. » J'étais comme « Moi, ça m'intéresse. Si vous êtes ouverte, ça me ferait plaisir de vous en parler. » Cool. Ouais, je pense qu'à travers, genre, la vulgarisation scientifique, la montée genre, en popularité de comme, des podcasts pendant la pandémie, tout le monde s'est mis sur TikTok, tout le monde s'est mis sur les réseaux sociaux. Genre, il y a eu cette facilité-là à trouver des expériences communes, genre surtout pour les personnes racisées puis les minorités sexuelles, entre autres, de comme
il y a beaucoup de gens qui se sont découverts à travers ça. Fait que je trouve ça beau que c'est ça qui t'est arrivé aussi. Puis je trouve ça le fun que tu aies trouvé une résonance à travers d'autres personnes comme ça. C'est quoi les podcasts que tu as écoutés par curiosité pour qu'on puisse peut-être les recommander aux gens? Oui, ben écoute, moi, là, je suis une grande fan d'Occupation Double. Pour celles et ceux qui nous écoutent, qui sont pas au Québec ou qui sont au Québec puis qui savent pas c'est quoi l'émission, c'est une émission de télé-réalité québécoise. Puis le but, c'est de trouver l'amour. C'est un jeu très hétéronormatif. Là, tu sais, t'as une maison de gars, une maison de filles, on fait des activités. Puis là, après, il y a des couples qui se forment, puis il y a un couple gagnant à la fin de chaque saison qui se passe dans différents pays, qui permet de découvrir la culture. Puis, j'ai découvert, en fait, c'est mon amie Léa, si tu nous écoutes, allô, qui m'a fait découvrir un podcast féministe sur Occupation Double qui s'appelle Les Ficelles. Ouais, j'en ai beaucoup entendu parler, mais je me suis jamais mise à l'écouter. Ça a l'air vraiment Moi, j'écoute OD juste pour écouter Les Ficelles. En fait, j'ai perdu l'intérêt avec les années, avec plusieurs scandales puis situations un peu douteuses là, qui sont arrivées. Mais moi, je les écoute là, chaque mercredi à l'automne pour écouter leurs chroniques sur des situations qui se sont passées à OD puis qui relatent aussi à des perspectives super intersectionnelles comme c'est le féminisme, le racisme, la domination homme-femme, le male gaze, le patriarcat. C'est tellement cool parce que OD, c'est comme une micro-société. Genre, fait que ça sonne nice qu'il y a un podcast qui l'analyse comme tel, c'est le fun. Oui, tout à fait. Il y a aussi le podcast Sexe Oral, qui m'a beaucoup éduquée sur la sexualité. Puis sinon, il y a vous, évidemment. Fait que ça serait pas mal, ça. Très cool. Nice. Je trouve ça le fun de te recevoir parce que, comme on a dit souvent au podcast, on reçoit, oui, genre des experts et des expertes, mais pour ce sujet-là, je pense que c'est important d'inviter quelqu'un pour son vécu aussi. Puis, tu sais, nous, on en a parlé au bac, mais comme brièvement. C'est souvent ça dans les syllabus, c'est comme tu vas avoir un cours dédié à ça dans ta session ou quelques slides de PowerPoint. Tu sais, c'est comme... On va parler d'intersectionnalité dans le cours d'intersectionnalité, mais sinon, c'est comme un sujet, c'est souvent ce sujet-là qui va être retardé s'il y a des grèves. C'est souvent ce sujet-là qui va être considéré comme... qui va être plus à mauvais, mettons, dans ta session. C'est comme s'il était considéré comme moins important, genre. Vous l'avez pas vraiment vu dans le bac, en fait? La fétichisation, puis... On l'a vu, mais comme c'est genre... C'est un à côté. C'est comme de la matière de plus, genre, un peu. OK. En tout cas, c'est comme ça que j'ai ressenti dans mes cours. Est-ce que, mettons, dans votre cohorte, il y avait beaucoup de personnes racisées? Non. Non, bac en sexo. Mais de manière générale, je pense que les programmes de sciences humaines, de psycho, c'est souvent très blanc, là. Ouais. OK. Oui, effectivement. Ben, tu sais, au bac en sexo, c'est très femme blanche en général, là. OK. Fac. Non, pas particulièrement. Puis pourquoi on voulait aussi te recevoir, c'est que même si nous, justement, on étudiait, genre, le sujet... Ben, on sait pas trop c'est quoi, avec genre, comme André dit, quelques minutes à quelques heures sur le sujet. Quand tu nous as écrit, j'ai dû repenser à comme, hey, on en a-tu déjà parlé au bac, tu sais? Oui, mais comme c'était très bref. Puis aujourd'hui, c'est un peu pour ça qu'on voulait te recevoir parce que on veut savoir comment toi tu l'as vécu, tu sais, puis qu'en plus tu t'es renseigné un peu dans les dernières années sur le sujet. Je trouvais ça pertinent qu'on puisse t'avoir aujourd'hui. Merci d'ailleurs d'avoir accepté l'invitation. Je pense que tu voulais faire aussi un petit disclaimer avant qu'on rentre dans le sujet. Là. Je vais te laisser y aller. Oui. Ben, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne me voient pas, je suis une femme asiatique. J'ai été adoptée. Je suis née en Chine. Mes parents, c'est des parents nés au Québec, nés de parents nés au Québec. Je ne voulais pas utiliser des parents québécois parce que moi, je suis québécoise puis je suis pas née au Québec. Puis, je voulais juste faire un disclaimer par rapport aux anecdotes puis aux expériences que j'ai vécues qui sont relatées par rapport à moi. Donc, moi, les expériences que j'ai vécues, ben ça s'applique pas à tout le monde. Tout le monde a des traumas, tout le monde a un bagage générationnel qui est très différent. Ma réalité va pas être la même qu'une fille d'origine chinoise avec des parents chinois qui parlent la langue, qui baignent dans sa culture carrément. Moi, on va en reparler plus tard dans le podcast, mais j'ai vraiment pas beaucoup été en contact avec ma culture. Longtemps, ça a été quelque chose dont j'avais très honte. Donc, voilà. OK. Nice. Ben, je pense que c'est important à mettre en perspective. Tu vas parler de ton expérience, puis on te reçoit aussi pour ton expérience. Oui, c'est ça. Puis on va parler de sujets qui peuvent être violents, ben, qui sont violents, des propos. Tu vas parler d'expériences justement de racisme sexuel ou de fétichisation que tu as vécu. Fait que, comme c'est aware pour les gens qui écoutent en ce moment, de comme n'hésitez pas à poser, à ne pas écouter l'épisode si c'est des sujets qui sont trop sensibles. Fait que le petit disclaimer fait du bien au début. Tout à fait. Je trouvais ça
excusez parce que je suis pas les notes, là, mais comme de différencier le racisme sexuel du fétichisme racial. Est-ce que, puis là, genre, tu me corrigeras, là, mais il me semble que quand on l'avait vu au bac, le fétichisme racial rentrerait en dessous, genre comme si le racisme sexuel serait le parapluie, mettons, là, que le racisme sexuel serait plus de privilégier un partenaire ou une partenaire en fonction de sa race, puis le fétichisme serait d'y attribuer comme différents stéréotypes aussi, j'imagine. Oui, ça serait une bonne définition parce que, en fait, quand j'ai fait des recherches sur le mot, comme l'étymologie du mot fétiche, c'était quand même assez intéressant parce que l'étymologie, c'était beaucoup par rapport à la religion. Tu sais, un fétiche, c'était comme un objet sur lequel on avait comme une fixation puis qu'on ne pouvait pas passer outre ça. Fait que non, ça serait... Un intérêt excessif envers quelque chose. Puis là, dans ce cas-là, ce serait un intérêt excessif envers une ethnicité, genre. Une couleur de peau. Homme ou femme. Une morphologie, tu sais, ça serait ça. Fait que c'est comme... C'est tellement réducteur, genre. Mais oui, je pense que... C'est très objectifiant aussi, extrêmement, oui. Fait que je pense que de prendre le racisme comme étant ce parapluie, ce système de pression, le fétichisme est un de ses moyens d'oppression. Oui, exactement. Fait que, mettons, d'où vous pensez que... Ben, on est en discussion, mais d'où ça vient, tout ça? Genre, pourquoi on est rendu à... Comment ça a été documenté aussi à travers les années, là? Pourquoi ça existe, mettons? Genre, on sait, mais comme... D'où ça tient ses racines. Oui, d'où ça tient ses racines. Oui. Vous allez être très, très choqués. Ça vient du colonialisme. Très, très choquant. Donc, ça a commencé par le colonialisme européen qui s'est manifesté un peu à travers le monde, notamment sur le territoire où on est présentement, au Canada. Est-ce que les peuples colonisés étaient attribués à des caractéristiques physiques et sexuelles un peu dégradante, notamment. Puis par la suite, le racisme, ça s'est institutionnalisé en système dans lequel on vit aujourd'hui. Parce que oui, pour celles et ceux qui habitent au Québec, on vit du racisme systémique. À ne pas confondre avec systématique, mais ça veut dire qu'il y a des branches dans le système actuellement qui désavantagent les minorités ethniques, notamment pour la situation du logement. Où est-ce que les logements... vont être moins bien entretenus, ça va être plus difficile avec la barrière de l'accent, des noms de famille, de la situation économique, mais aussi des biais racistes. Fait qu'on a tendance à croire que le colonialisme, genre, ça vient loin, tu sais, les colons, on pense que c'est comme une époque passée, mais ça a des répercussions très réelles aujourd'hui sur la manière dont on relationne avec les personnes racisées, sur la manière dont on va prendre la personne blanche comme étant le modèle basique de l'humain, et donc tout le reste est différent, tout le reste est comme... Tu sais, il y a vraiment ça vient influencer notre vision du monde, notre façon de rentrer en relation avec les gens, la façon dont on vit dans la société. Tu sais, parler de racisme systémique, fait que la manière dont on est capable de se trouver un loyer plus facilement, la manière dont on est capable d'avoir un meilleur salaire, tout ça, ça a des impacts très réels. Fait que quand on parle de ces racines dans la colonisation, c'est très présent. Tout à fait. Puis ça a fait une hiérarchisation sociale qui part du colonialisme. Puis le fétichisme ou la fascination de l'étranger peut découler d'une perception de supériorité où est-ce que l'objet du fétiche, donc les peuples racisés, est assis à une forme d'exotisme. On en a parlé un peu avant, mais je vais faire une parenthèse sur le mot exotique. Puis je me suis renseignée sur le sujet parce que, tu sais, des fois, moi aussi, j'ai probablement dit ce mot-là quand je faisais référence à des pays étrangers que j'avais jamais visités ou à des cultures, même des aliments. Quand j'ai fait des recherches sur l'étymologie du mot, la définition, ça dit c'est la fascination de l'étranger d'une perception occidentale. Donc ça veut dire que le mot exotisme, c'est étranger, mais de notre perception. Tu sais, eux, les peuples outre-mer, ils vont jamais dire que la pomme, c'est un fruit exotique, tu sais. Fait que là, quand les personnes ont commencé à dire « Oh mon Dieu, tu t'en vas au Maroc », parce que je m'en vais au Maroc, j'ai très hâte. Ça, c'est tellement exotique. Puis j'ai fait C'est exotique pas pour sûr. Qui? De se poser la exactement. question, c'est pour qui c'est intéressant. Fait qu'on se met tout le temps en tant que... les gens, on parle comme si on était supérieur. Fait que les personnes blanches sont supérieures à... Donc, tout le discours qu'on va entretenir va découler de cette position de supériorité. Puis ça continue d'entretenir ces idées-là. Puis c'est pour ça que comme c'est important de parler de où ça a commencé. Parce que on se rend compte que même si, comme, entre guillemets, ça fait longtemps, ça fait pas si longtemps parce que ça nous impacte encore à ce jour. Fait que
genre, je pense que tu l'expliques très bien, mais jamais qu'on va entendre justement des gens outre-mer parler de nous comme « Ah, je m'en vais aux États-Unis, exotique. » Oui. Puis la hiérarchisation sociale est intéressante parce que ça relate bien comme la dynamique de pouvoir qu'il y a. Fait que si la personne blanche est le patient zéro de l'humain, dans le sens c'est comme l'humain de base, tout le reste est donc moindre et donc une branche différente. Et donc, fait que ça l'impact comment on rentre en relation avec les gens. Quand tu es sur une application de dating, qui tu swipes plus que les autres? Genre, porte attention à comme, est-ce que tu skippes tous les profils de personnes noires puis tu matches juste des personnes blanches? Tu sais, ça vient vraiment incruster nos relations interpersonnelles puis notre sexualité. Avec qui tu vas avoir plus de sexualité? Si tu as de la sexualité avec des personnes racisées, est-ce que c'est parce que tu les exotises, tu les fétichises, entre guillemets? Ou au contraire, tu n'en as pas du tout parce que tu les discrimines? Fait que ça vient comme vraiment incruster là, nos relations. Oui, puis c'est très ancré, genre souvent, c'est très inconscient comme façon de réfléchir, comme façon de penser, tu y penses pas. Puis après, tu te rends compte que comme, ben t'as aucun match avec une personne racisée, ou au contraire, c'est toutes des matchs avec des personnes racisées, tu sais. Puis on va parler un peu de culture pop, mais comme la porno, qui est comme... Évidemment, en sexo, c'est un peu plus de ça qu'on a parlé, tu sais. C'est fou à quel point on se rend comme plus compte de ces stéréotypes-là qui sont comme perpétrés continuellement dans plusieurs représentations médiatiques, porno, apps de rencontre. Oui, tu parlais d'une recherche qui était faite sur un site porno pour que, en préparation à l'épisode, tu veux-tu nous en parler un petit peu? Mon Dieu Seigneur, oui! Écoutez, je suis allée me rincer là. Non, c'est pas vrai. Je suis allée sur un site de pornographie que je vais pas nommer, mais qui est bien connu. Puis, tout le monde est comme oui. Tout le monde est comme oui, dont les serveurs sont situés à Montréal. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Puis, je suis allée regarder les catégories de pornographie. Moi, j'en consomme pas vraiment. Donc, c'était assez nouveau pour moi de naviguer à travers ce site-là. Puis, dans les catégories, ça m'a sidérée. Il y avait Asian, Black, Indigenous. Puis quand je suis allée regarder la catégorie Asian, donc asiatique, il y avait plus de 64 000 vidéos. Puis en comparaison, avec les autres catégories, c'était autour de 30 000. Donc, j'ai pas fait le tour au complet, mais là, je constatais que la catégorie asiatique était très populaire. Très populaire. Puis en plus, ça commence par un A, fait que là, c'est comme au top de la liste. Déjà, ça paraît anodin, mais ça fait quand même une différence. Puis, lorsque je suis allée regarder dans la catégorie en elle-même, là, je suis quasiment tombée en bas de ma chaise. T'avais une vidéo qui disait petite femme asiatique soumise, vagin serré. Voilà. Je suis allée regarder la vidéo, puis il y avait 53 millions de vues. C'est plus que la population du Canada, ça, tout le monde. C'est fou. Là. Donc, peut-être que, je sais pas, les personnes, je vais pas leur prêter des mauvaises intentions, c'était de la curiosité, mais par contre, ça veut dire qu'ils ont été attirés par des mots comme petit vagin, puis soumission. Mais d'ailleurs, est-ce que vous, c'est quelque chose que vous avez entendu, que les femmes asiatiques ont des petits vagins, qu'elles sont soumises? Je pense qu'à travers la porno, je pense qu'à travers la pornographie, que, tu sais, mettons, les premières fois que j'ai navigué à travers la pornographie, tu sais, je les vois, ces catégories, je les ai vues, ces catégories-là, je les vois encore quand je navigue à travers des sites pornographiques. Puis les mots-clés qui sont associés, on dirait que, tu sais, mes premières expériences de porno, j'y portais pas attention. Je me disais, tu sais, comme, on dirait que les mots-clés qui sont associés à la catégorie, donc à l'ethnicité, mettons Asian ou Black, ou tu sais, ça va être comme Black men, ça va être dominant, aggressive sex, big BBC, tu sais, big black cock, ça va être ça. Fait que je suis comme, ben ce que je recherche comme pornographie, c'est plus quelque chose de doux. Fait que je vais pas aller vers ça. Mais ça fait en sorte que je m'écarte complètement d'érotiser une catégorie. Fait que ça fait que j'écoute juste la porno avec des personnes blanches parce que la pornographie qui est présentée, qui est offerte à travers ces sites de pornographie mainstream-là, quand c'est des personnes racisées, c'est hyper stéréotypé. Fait qu'après, genre, ça influence la manière dont je fréquente les gens. Comme je rentre en relation avec les gens, tu sais, ça vient s'incruster. Mais oui, on les voit beaucoup, ces étiquettes-là. Puis dès les premières fois que je consommais des sites de pornographie, l'impact que ça a eu, c'est que j'allais pas regarder ces vidéos-là parce que j'étais comme, c'est comme tellement caricatural. Puis je pense que même si... Moi aussi, le premier comme contact que je me rappelle, je pense, c'est plus la porno, les titres, les mots-clés. Mais je me rappelle qu'il y avait un sentiment de comme... Je suis pas étonnée. Genre, dans le sens comme... C'est ça qu'on entend dans le langage populaire aussi. Puis, genre, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que vu que c'est tellement représenté de façon stéréotypée, ben,
on réalise aussi peut-être avec le côté genre critique du bac en sexo que comme c'est un problème. Fait qu'on le consomme pas, mais en le consommant pas, on érotise autre chose qui fait en sorte qu'on continue quand même de rester dans notre espèce de petit monde de comme moi je consomme pas ça parce que, puis comme la raison est bonne, mais je pense que le problème est plus que comme ce site ou comme les sites de pornographie, c'est beaucoup plus ça. T'sais, à la source, c'est ça le problème. On devrait consommer notre porno ailleurs, ce qui pourrait permettre que justement on consomme de façon peut-être plus consciente et plus éthique aussi. Puis quelqu'un qui aurait jamais la chance de contredire ou genre de défaire ces mots-clés-là, là, j'ai l'appelé, là, mettons. Fait qu'il n'aurait jamais la chance de rentrer en contact avec des personnes asiatiques, par exemple, ou des choses comme ça. Après, je m'imagine qu'une personne pourrait ne pas vouloir rentrer en relation dans la vraie vie, de vouloir avoir de la sexualité, de vouloir partager de l'intimité avec des personnes racisées, parce que tout ce qui retient dans son esprit, c'est les mots-clés qui sont associés. Fait que ça a un impact clairement sur la manière dont on rentre en relation avec les gens. Toi, as-tu comme des exemples de ces stéréotypes-là que tu as entendus à ton égard, que les gens soit ont été curieux de te poser des questions ou au contraire t'ont fétichisé? On va l'avoir. C'est comme tantôt quand t'as dit genre institut, j'étais comme non, ma belle, moi je l'aurais skippé là, tu sais. En tout cas, tout le monde a compris. Fait que voici ma question. Ben, j'ai fait une liste, j'adore les listes, je suis très collant, là, les listes, là, les choses en ordre, j'adore, de films bien connus ou des séries de la culture populaire qui sont des références dont on a été exposé. La première référence, je vais faire très attention parce que c'est un de mes films préférés au monde. C'est correct de le critiquer quand même. Là, ben, il date de 2004, donc quand même, c'est Mean Girls. Donc, c'est un film qui accentue extrêmement les stéréotypes en général sur la clique des filles populaires plastiques, littéralement, la clique des gens asiatiques cool, les asiatiques nerds. Puis ils vont vraiment les présenter comme tels dans le film. Là. Oui, c'est ça. Ils passent à travers chaque groupe dans l'école. C'est vraiment très explicite. C'est un film que je trouve très, très drôle, mais une des seules représentations des personnes asiatiques dans ce film-là, je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'est les deux filles vietnamiennes qui avaient eu des relations sexuelles avec le coach de sport. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça me dit rien. Les personnages principaux, évidemment, c'est des femmes blanches. Mais il y avait deux filles asiatiques vietnamiennes qui étaient amies. Puis là, dans le film, plus tard, on se rend compte que les deux, il y avait eu des relations sexuelles avec un coach de sport. Puis ça se passait quand ils étaient au secondaire. Donc là, je suis comme, OK, donc la seule représentation asiatique, c'est des underage girls, donc des filles pas en bas âge. Là, des mineurs. Mineurs, oui, j'allais dire mineurs. Des étudiantes, là, c'est vraiment genre le schoolgirl fantasy. C'est ça. Fait que sinon, il y a Game of Thrones. J'ai beaucoup aimé la série, mais encore une fois, la seule représentation, par exemple, des femmes racisées, c'est des prostituées. Rien contre la prostitution, le travail du sexe. Par contre, c'est vraiment présenté dans la série comme de l'exotisation, entre grosses guillemets. Puis là, présentement, je regarde la série qui est comme le prequel, qui est House of the Dragon, qui joue présentement, mais on voit que c'est pas le cas. En fait, il y a un casting de personnes noires qui représentent des lords, des seigneurs, tu sais, un casting important, puis pas juste des rôles de soutien. Puis on les voit aussi avoir des relations sexuelles avec des personnes blanches de manière consensuelle. Donc c'est déjà un bon avancement. Mais c'est pas juste dans comme... Il y a le casting, mais c'est le rôle que l'acteur, les actrices vont jouer. Fait que tu dis, mettons, dans Game of Thrones, les seules personnes racisées jouaient des personnes qui font du travail du sexe. Fait que ça donne une image de la hiérarchisation sociale qui va être représentée dans cet univers fictif-là. Puis ça doit être un univers fictif. Si tu regardes 8 saisons de Game of Thrones, puis dans tes 8 saisons, tu passes des heures dans ta semaine à regarder ce show-là, t'arrives dans la vraie vie, c'est du racisme que tu intériorises à une place ou une autre dans ton cerveau. C'est pas de ta faute. Parce que tu le regardes, fait que là, tu te dis... Je pense qu'il y a pas nécessairement... Tout le monde se pose des questions en analysant la série puis en se disant « Oh mon Dieu, c'est juste des... » Tu sais, moi, ça m'a pris du temps avant de me rendre compte de ça. Puis on s'entend que, tu sais, les personnages de la série n'ont pas existé. Fait qu'il y a rien qui aurait pu empêcher les deux réalisateurs blancs de choisir un casting diversifié pour les personnages. Là. Donc, voilà. Sinon, plus proche de nous, quand on était enfants, les films de Disney avec les personnes racisées, notamment Pocahontas. Sachez que Pocahontas, elle existait pour de vrai. Mais dans le film de Disney, c'est une femme autochtone
qui se fait coloniser par un Anglais blond, yeux bleus, qui s'appelle John Smith. Les deux tombent en amour, puis évidemment, c'est sur un regard super colonialiste, conquérant, conquérir le territoire, mais conquérir la femme autochtone. Donc, un genre de symbole de réussite là, pour les colonies anglaises. En réalité, Pocahontas, c'était une jeune fille de 12 ans. Elle s'est fait kidnapper par John Smith. Elle s'est fait amener à Londres. Puis après ça, elle est revenue en Virginie, son territoire, puis elle est décédée sur un bateau de tuberculose. Elle s'est fait enlever de sa famille, donc très, très loin de ce qui est beaucoup plus représentative des rapports coloniaux à cette époque-là que l'histoire full romantisée qu'on a des films Disney. Mais oui, tout à fait. Si c'est si la seule représentation que tu as vue dans ta vie de colonialisme, c'est le film de Disney, c'est normal que genre on ait incorporé tellement de préjugés puis d'idées préconçues puis de c'est juste ça notre représentation qu'on a, ça va pas bien là. Non, vraiment pas. Puis oui, il y a comme tu sais, il y a tout le côté tu sais, t'as donné des exemples qui démontrent aussi comme la supériorité, mais si on pense juste au personnage principal des séries ou des films, les personnes racisées sont jamais le personnage principal. Les femmes non plus, puis les femmes racisées encore plus. Il n'y a pas une série, genre, tu sais, une série genre hyper populaire. On pense à toutes les séries populaires. Il n'y en a aucune que c'est une femme racisée qui va être comme la personne qui va être... Oui, le centre de l'histoire. Je pense qu'une petite recherche le prouverait rapidement. Ben oui, mais on a juste à penser à toutes les séries, genre... tu sais, même, genre, Grey's Anatomy, c'est une femme, ben cette série-là n'est pas écoutée par les hommes, tu sais, fait que, je veux dire, il y a... En tout cas, c'est... Puis même Grey's Anatomy, oui, genre, c'est une série qui a bien vieilli dans le temps, mais ça reste que, comme Christina, qui est comme la personnage secondaire, a quand même les stéréotypes des femmes racisées, genre, tu sais, la femme asiatique, full intelligente, très bonne à l'école, genre, tu sais, il y a comme encore des stéréotypes qui sont... véhiculés à travers ça, puis... En tout cas, on comprend pourquoi le racisme systémique existe quand on a vécu avec ces représentations depuis notre enfance. Que ça part par les films Disney aux séries qu'on écoute encore à ce jour. Puis encore plus la fétichisation. Genre, je pense à comme l'exemple de Mean Girl que tu as donné. Le seul rapport sexuel qui est sous-entendu dans le film, c'est un rapport de domination totale. C'est un enseignant avec ses élèves. Ça en dit quoi sur les femmes asiatiques dans ce film-là? Ça dit que c'est des personnes qui cherchent ça, on dirait. Sexualisées, soumises, donc à une autorité, genre. Fait que c'est le stéréotype de la femme asiatique soumise au lit. Tout à fait. Puis je voudrais comme rebondir sur ce que tu as dit sur la représentation des femmes en général, puis les femmes racisées. On dirait que quand il y a une femme ou une personne racisée qui a comme le rôle central, c'est comme trop. C'est genre, on n'a pas besoin de ça, on le remarque plus. Tandis que si c'est un homme, on dirait qu'on se pose pas de questions. Puis là, on dit, c'est rendu que toutes les shows, c'est vraiment juste des femmes au centre. Là, c'est tellement gossant. Veux-tu que je te nomme le nombre de shows qu'il y en a pas? Tu vas voir que la liste est pas mal plus longue. Oui. Non, quand tu penses... Ben, en fait, quand André m'a parlé de Grey's, puis j'ai commencé à écouter Grey's Anatomy, rapidement, j'étais comme... J'aimerais tellement ça que, genre, un de mes chums écoute Grey's. Genre, mais ça serait une meilleure personne. Puis j'ai compris que les hommes écoutaient pas Grey's. Puis après, j'ai compris... Non. Si tu regardes les statistiques, genre, c'est... Je veux dire n'importe quoi, là, mais mettons, c'est genre 95% que c'est des femmes qui écoutent Grey's. Puis genre, la raison derrière, c'est que c'est parce que c'est une femme qui est la personnage principale. Oui, c'est Meredith. En tout cas, c'est fou que... Parce que c'est une série qui est pas du tout, genre, féminine, genre, dans les... Tu sais, quand tu penses à, mettons, Mean Girls, que tu comprends, genre, que c'est plus des adolescentes filles qui vont l'écouter, genre. Mais Grey's, genre, je veux dire, un homme pourrait très bien, genre, apprécier la série. C'est juste que, de façon inconsciente, il va pas choisir cette série-là. Quand il y a, genre, Breaking Bad à côté, que, genre, c'est un homme blanc qui vont pouvoir, comme, s'identifier. Interpellé par le personnage, Puis Breaking Bad, c'est la série la plus écoutée de tous les temps. Ah ouais. J'ai su ça mais récemment. c'est sûr. Puis là, j'ai fait, pas surprise. Ouais, c'est ça. Malheureusement. Puis le contraire n'est pas vrai dans le sens que des femmes vont aussi écouter Breaking Bad. Parce que c'est pas parce que c'est un homme qui est au centre. C'est juste pour la série? Oui, c'est ça. Puis nous, on y pense pas parce que c'est comme... On y pense même pas, c'est juste, c'est normal, tu sais. Fait que dès que c'est le contraire... Ben là, c'est là qu'on voit qu'il y a le billet de comme, non, je vais pas écouter ça. Mais c'est ça, l'enjeu, c'est que les gens vont s'arrêter à l'image qui est projetée. Fait que genre...
tu l'avais mis dans tes notes, genre tu rentres dans une pièce, t'es conscient du fait que ce que les gens voient, c'est une femme asiatique. C'est pas Juliane. Ouais. Puis je pense que c'est la même chose quand on a de la représentation dans des séries, dans des films, dans la pornographie. Les gens vont s'arrêter à l'étiquette qui est projetée, fait qu'à l'image qui est projetée, fait qu'on va pas aller plus loin que nos stéréotypes. Notre cerveau, il est paresseux, genre. C'est ça. Tu sais, on dirait que quand je rentre dans une pièce, moi, j'ai pas conscience du regard que les gens vont avoir sur moi. Mais là, dès que je vois qu'on me fixe, puis que là, il y a des gens qui s'échangent des regards, là, je fais comme « Ah, c'est pour ça. » Parce que moi, je me lève dans le matin, je me regarde dans le miroir, je suis pas comme « Bon, another day, en étant asiatique, d'autres problèmes qui arrivent. » Non, moi, c'est quelque chose qui est super naturel pour moi. Alors que quand il y a des gens qui, randomly, l'autre jour, il y a un monsieur dans son auto qui me demande hey, « Excuse-moi, tu parles-tu français? » Là, j'étais comme... C'est comme, ben là, j'ai-tu l'air de pas parler comme c'est... Ben ça démontre justement genre les stéréotypes qui sont étiquetés inconscients. Tu sais, il y a pas le doute qui te dit ça va t'éduquer à l'eau, genre, évidemment, mais il a pas pensé que son commentaire était péjoratif, était discriminatoire. Il a juste comme, il a dit ça, puis il a continué sa journée, tu sais. Fait que ça démontre à quel point ça va pas bien. Sans avoir conscience que c'est une microagression, puis ça accumule dans ta journée, puis ça devient violent très rapidement. Puis on dirait que je me rends pas compte des fois. C'est mieux des fois de passer sous silence, pas faire de commentaires, parce qu'en tant que femme, ben je crains pour ma sécurité. Je veux dire, je sais pas, mon chum va pas tout le temps être avec moi. Puis moi, j'ai pas un chum parce que j'ai besoin d'être protégée. Je veux juste pas que les hommes me fassent du mal. Fait que non, c'est des microagressions qui s'accumulent. Puis même si les gens s'en rendent pas compte, là, de plus en plus, je suis comme, non, là, je vais leur dire de manière... en restant fille quand même, tu sais. Mais de changer genre... Sinon, le message passera pas. C'est ça qui est plat. Je sais. Puis si on vient... excuse-moi, t'allais-tu... Non, vas-y. J'allais dire, si on vient justement aux gens qui consomment... excusez, là, on revient dans le temps. Cette porno-là, ou genre cette... qui nomme « Ah, mais moi, c'est ma préférence. Qu'est-ce qu'on dit à ce monde-là, mettons? J'adore. Je roule les yeux pour celles et ceux qui nous écoutent. Mais c'est sûr que, tu sais, dans la vie, en général, il n'y a personne qui veut avoir l'étiquette de raciste. Parce que le mot raciste, toi, t'es raciste, c'est comme, hey, non, pas moi. Les gens se sentent tellement fragiles. Les mots disent qu'on est fragile dans notre blanchitude, ça n'a pas de bon sens. Non, mais même les gens, tu sais, pas blancs. Oui. Puis il y a une... Je ne veux pas la nommer, mais il y a une célébrité québécoise qui a été accusée d'agression sexuelle puis qui a été accusée de dire des propos racistes. Elle a été invitée à une émission de talk show assez connue. Puis là, on lui a demandé, est-ce que tu es raciste? Après avoir dit ces commentaires-là, t'es comme, non, c'est pas moi, tu sais, c'est l'influence de l'alcool. Hey, laisse faire, là. Fait que là, à la place, tu sais, de dire, tu sais, on emploie le terme préférence, ou, dans le jargon de Gen Z, c'est pas mon genre. Ah non, elle, pas tant mon genre. Moi, lui non plus. Fait que, selon moi, le mot préférence, c'est comme une manière de se déresponsabiliser par rapport à notre regard qui peut être teinté de biais inconscients qui sont malheureusement racistes, mais c'est pas toujours notre faute, OK? Mais ce qui est important, c'est d'agir avec agentivité. J'adore ce mot-là. Depuis que je le connais, je l'utilise dans toutes les phrases de ma vie. Fait que si quelqu'un me dit « moi, je préfère dater les femmes asiatiques », je suis comme « OK, très bien. Pourquoi? » Tu sais, chercher les raisons, les racines de ses préférences. Est-ce que c'est teinté parce que tu as vu dans les médias? C'est quel message tu as internalisé à propos de la communauté? Est-ce que c'est parce que tu veux dater juste des femmes asiatiques parce que tu as peur d'explorer quelque chose de nouveau? S'il y avait une femme noire qui avait la même personnalité que moi, est-ce que tu la daterais? Si tu dis que tu es intéressant envers moi, est-ce que tu daterais une femme noire pareille comme moi, mais qui est une femme noire? Est-ce que tu veux pas dater d'autres ethnicités parce que ça va mal te faire paraître? Puis au même titre que si tes patterns de dating en tant que personne BIPOC, j'ai souvent utilisé ce mot-là qui veut dire Black, Indigenous and People of Color pour inclure vraiment toutes les communautés racisées. Si tu dates juste des gens blancs en tant que personne BIPOC, pourquoi? Puis je me suis posé cette question-là parce que ça a été mon cas. Tu sais, moi, tous mes ex sont blancs. Sauf un qui était d'origine asiatique. Puis il y a eu un clash culturel pendant notre relation. Puis c'est une des raisons pour laquelle on n'est plus ensemble, c'est que j'ai pas su m'adapter à sa réalité en tant qu'homme asiatique qui vit avec des parents asiatiques. C'était pas la même culture. Ses parents et moi, on pouvait pas communiquer ensemble. Fait que les préférences, d'accord, mais je pense que l'important, c'est, même si c'est inconfortable, je le sais,
mais c'est de se poser des questions. Pourquoi? Tu sais, d'où ça vient? Puis là, de tranquillement réaliser que, c'est parce que, tu sais, moi, j'ai consommé des vidéos pornographiques de femmes asiatiques, puis ils ont toutes l'air douces, toutes sweet, toutes innocentes, puis moi, c'est ça que je recherche chez une femme. Ah, OK, mais c'est pas parce qu'elle est asiatique. Toi, tu veux une femme comme ça, c'est pas pareil, tu sais. Fait que les gens réussissent à objectifier, par exemple, les femmes racisées en leur accordant des stéréotypes ou des visions très, très rigides de ce que cette personne-là devrait être. Fait que, vu que le problème n'est pas individuel, parce que depuis tantôt, de ce qu'on parle, c'est qu'on comprend que ça existe vu la société dans laquelle on vit, est-ce que le genre de questionnement qu'on pourrait avoir, c'est comme, OK, pourquoi, genre, comme tu dis? Pourquoi? Puis après, retourner un peu en arrière, puis de consommer différemment les médias, sa porno, pour être capable d'avoir une vision qui est beaucoup plus réelle. Genre, je me demande comment, vu qu'on sait que c'est pas un problème individuel, comment on fait en sorte qu'on peut retrouver notre agentivité dans la société dans laquelle on vit? Oui. Puis, tu sais, je veux pas mettre la responsabilité sur l'individualité seulement, là. Parce que je trouve qu'au Québec, particulièrement, mais aussi en général, la représentation de la diversité à l'écran, ça fait dur. Ça s'améliore tranquillement. Mais là, message à toutes les personnes en prod qui travaillent en télé, dans les médias, vous aurez pas de diversité à l'écran si vous en avez pas derrière l'écran. Okay? Les personnes qui choisissent le casting, oui, les personnes blanches peuvent avoir les réflexes d'être comme, hey, comme ça serait intéressant d'avoir une personne noire, pas juste pour ce rôle de soutien-là, mais comme personnage principal, je la verrais super bien. Mais les personnes racisées, on a, en général, plus un regard de notre perspective qui amènerait, je pense, un bonus à la représentation à l'écran. Parce que, par exemple, les femmes noires, si le seul modèle de femme noire qu'ils voient, c'est Beyoncé, qui est une femme extraordinaire en passant, mais peut-être qu'elle ne s'identifie pas à Beyoncé. Donc, plus tu vas avoir de modèles, un grand éventail de personnes différentes à qui t'identifier, mais tu vas te sentir représentée. Fait que ça, c'est super important. Donc, oui, on a un rôle individuel à jouer en se posant des questions sur OK, là, dans mon histoire de dating, c'est juste des hommes noirs. OK, pourquoi, d'où ça vient? Mais aussi... les personnes dans les médias ont un rôle à jouer par rapport aux personnes qui choisissent, puis quel rôle ils leur attribuent, tu sais. Pour jouer juste des personnes normales qui font juste exister plutôt que, tu sais, la personne noire qui va jouer une personne drôle, une personne sportive, ou, tu sais, des stéréotypes comme ça, là. Genre, dans les téléréalités, souvent, on va chercher de la diversité parce qu'ils disent « Ah, la diversité vient pas à nous. » C'est un mensonge. Fait que, puis là, mettons, à Occupation Double, il y avait une femme autochtone qui était dans l'émission il y a quelques années. Puis là, on lui a demandé de tout expliquer sa culture, tu sais, les pensionnats, de faire un rituel avec la sauge brûlée. J'ai trouvé ça super beau, mais en même temps, peut-être que... T'sais, elle était pas venue. C'était son rôle à elle de faire juste envie d'exister en tant que... C'est ça. Puis en plus, ces personnes-là, souvent, on ressent comme le poids de toutes les communautés sur nos épaules, de faire attention à ce qu'on dit, puis d'être comme le porte-parole, le porte-étendard de notre communauté, alors qu'on veut juste exister. T'sais. Juste vivre. Voilà. Mais il semble qu'elle avait passé un commentaire justement là-dessus. Je suis pas sûre si c'était à sa sortie ou peut-être quelqu'un d'autre. Mais justement, c'est comme on disait un peu tantôt, cette femme-là, elle rentre dans une pièce, puis il y a directement, par exemple, ces questions-là qui vont subvenir. Puis on sait aussi qu'il y a beaucoup de casting, genre de gens qui vont être choisis parce que, OK, c'est une femme autochtone, parce que c'est une femme noire. On le voit là, dans les dernières années, juste si on prend les candidats puis les candidates d'OD, il y a eu du changement, mais il y a quand même, genre, est-ce que tu essayes de se poser des questions en tant que réalisateur? Est-ce que tu choisis cette personne-là pour la personne qu'elle est ou parce que, ton casting va avoir l'air beaucoup plus représentatif parce que tu as choisi une femme noire. Box à checker, c'est ça. Là, genre, diversity check. Oui, ça s'appelle du tokenism. Oui. OK. On l'avait vu dans notre cours, mais c'est loin dans ma tête. OK. Puis c'est relié aux personnes racisées? Oui, c'est exactement ça. C'est quand il y a comme... un token, dans le fond, c'est comme un petit... genre, pas un petit trophée, mais quasiment là, c'est comme un petit objet précieux, là, genre. OK. Oui, puis le but, ça va être de choisir des personnes, mettons pour la télévision, par exemple, juste des personnes racisées parce que ça fait bien paraître. C'est pas parce qu'on les veut, parce qu'on aime leur personnalité. C'est juste pour cocher des cases. Puis, tu sais, moi, par exemple, pour me trouver un emploi, là, je regarde sur leur site les équipes, là, si c'est juste des personnes blanches, tu vas être comme... j'y vais pas. Ouais. Non, parce que là...
c'est pas si difficile. Là. Tu marches dans la rue, tu vois plein de personnes qui sont pas blanches, donc je vois pas pourquoi il y aurait juste des personnes blanches. Puis là, j'allais là-bas, je me sentais comme la seule. Non. Non, merci. No, thank you, next. Ouais. On parlait de l'argument des gens qui disent que c'est une préférence. En augmentant la représentation à la télévision, par exemple, dans les médias, dans la pornographie, ça permet de déconstruire aussi ça parce qu'il y a une diversité de casting, mais une diversité de personnages et donc de qualité qu'on attribue à ces personnages-là. Puis donc, la cloche pourrait sonner dans les esprits des gens qui est comme « Ah, justement, mettons qu'on Rosiane aimait tantôt, les femmes asiatiques sont pas toutes douces, soumises, tranquilles, calmes, bonnes élèves. Ils ont d'autres qualités, ils ont d'autres personnalités. Genre, oui. Hey, newsflash, on est des individus à part entière. » Puis donc, tranquillement, défaire cet argument-là de la préférence parce que c'est de mettre toute une identité dans le même bateau, c'est de mettre des centaines de milliers d'individus comme ayant les mêmes caractéristiques de personnalité. Quand on y pense une seconde, ça ne fait absolument aucun sens. Oui, tout à fait. C'est d'un ridicule. Fait que là, à cause de ça, si les personnes, je sais pas, moi, ils veulent pas ils veulent des femmes dominantes, tu sais, qui prennent la parole, qui sont extroverties, ben si eux, ils associent les personnes asiatiques à des personnes discrètes, dociles, domestiques, ben ils vont faire comme moi, je suis pas intéressée. Puis c'est pas, ils vont pas nécessairement le verbaliser, mais ils vont l'intérioriser, selon moi. Puis c'est quelque chose qui m'est arrivé avec, tu sais, les hommes asiatiques et les personnes racisées en général, parce que moi, j'ai grandi dans un environnement quand même assez blanc. J'ai fait un choix d'études où est-ce que la plupart des gens sont blancs. J'ai étudié en architecture. J'étais allée compter, là, on était à peu près 10 sur une centaine de personnes. Okay. Fait que... ouais, no comment là-dessus. J'ai pas envie de me faire poursuivre par l'université. Puis, en fait, je l'ai dit plus tôt dans le podcast, mais je suis adoptée, puis j'ai un groupe d'adoption. En fait, mes parents, quand ils sont allés me chercher, ils ont été placés dans un groupe avec d'autres couples qui allaient en Chine pour cette même raison-là, pour aller adopter des petites filles dans un orphelinat. Puis, il y a comme un groupe qui s'est formé à partir de là, puis on se voyait à chaque année, les autres filles et moi qui viennent du même orphelinat, donc on s'est créé des beaux liens d'amitié. Puis, justement, en grandissant, en étant adolescente, quand on commençait à dater, c'était pas mal tous des hommes. On se posait la question, vous, est-ce que vous datez des gars blancs, des gars asiatiques? Puis il y a une de mes amies qui m'a dit, non, pas d'homme asiatique pour moi. En fait, dans la communauté asiatique, il y a beaucoup la métaphore de la banane. Fait que jaune de l'extérieur, blanc à l'intérieur. Fait que là, elle était comme, non, moi, je suis trop banane. Moi, c'est vraiment juste les hommes blancs qui m'intéressent. Puis là, en faisant des petites recherches, j'ai réalisé que l'image de l'homme asiatique, c'est vraiment pas... très glorieux. Là, c'est un homme qui est peu viril. C'est soit un expert en arts martiaux ou quelqu'un qui n'a pas beaucoup de compétences sociales. C'est des gens qui sont bons en maths. Fait que je pense qu'à cause de ça, elle s'est pas vraiment plus, tu sais, posée. Tu sais, je la diagnostique pas du tout, là. Mais, tu sais, même moi, j'ai comme un peu intériorisé cette image-là que j'ai vue, tu sais, à travers les médias, ce qui fait que... Puis aussi, l'entourage, ça influence aussi qui tu dates. Fait que moi, c'était pas mal juste, tu sais, des hommes blancs. Puis ça venait un peu de racisme internalisé, malheureusement, parce que j'ai vécu du racisme étant plus jeune. Fait que là, on dirait que moi, je voulais juste me dissocier complètement de tout ce qui était relié à la culture asiatique. Oui, mais ce que tu nommes, dans le fond, c'est du racisme intériorisé. C'est que ça prouve le point que c'est pas... Genre, le racisme sexuel, la fétichisation n'est pas juste expérimentée par les personnes blanches. Tout le monde est sujet aux stéréotypes qui sont véhiculés dans une société dans laquelle on vit, tu sais. Est-ce que toi, t'en as vécu dans ton dating? Tu sais, là, t'as parlé un peu de comme toi, ce que t'as... Observé. Oui, ce que t'as observé, toi, dans ton dating, genre, personnellement, est-ce que... Excusez, j'ai de la misère avec mon ordi. Est-ce que t'as personnellement eu des commentaires par rapport, genre, tu sais, de fétichisation qu'avec du recul, t'es comme, ben Chris, c'était ça, tu sais? Oui, tout à fait. Puis ça, justement, ça fait pas longtemps que je m'en suis rendu compte parce que dans le patriarcat, tu sais, on nous apprend à juste être gentil, à répondre ou pas. Mais tu sais, si on répond, il faut le faire très gentiment. Fait que par rapport à ma situation, j'ai entendu beaucoup de commentaires fétichisants ramenant le stéréotype de la femme asiatique. Donc, docile, innocente, soumise, pas forcément à mon égard, mais tu sais, envers la communauté de femmes asiatiques en général. Puis, j'ai beaucoup remarqué ça dans la culture occidentale où est-ce qu'il y avait le concept de minorité modèle. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. André, comme oui, Rosie, rappelle-toi. Oui! Oui, c'est comme d'avoir par exemple, la parfaite femme noire ou le parfait homme noir, la parfaite femme asiatique, d'avoir comme... On l'a vu aussi, mettons, de minorité... Mettons, le parfait homme gay. Il est gay, mais il va se marier.
et il va avoir des enfants. C'est comme, malgré sa différence, il fonctionne bien dans une société occidentale. C'est un peu ça, genre. Exactement. Puis, tu sais, il y a beaucoup le concept de minorité modèle pour la communauté asiatique, malheureusement. Ce qui fait en sorte que, tu sais, ce que je veux dire par là, c'est une minorité qui fait ce qu'on leur demande, qui chiale pas, qui travaille fort. Puis, ça vient... T'sais, mettre une énorme pression sur nos comportements dans la société, alors que les gens ils pensent qu'on doit quelque chose à notre terre d'accueil. Non, on doit rien. Puis, ce que j'ai remarqué, moi, j'ai pas été célibataire super longtemps. Depuis le début de ma vingtaine jusqu'à aujourd'hui, j'ai 24 ans, j'ai eu quelques chums. Pendant ma période de célibat, j'étais sur les dating apps. Pendant la pandémie, on ne pouvait pas voir personne. Je parle parce que je me demandais justement. Oui. Eh mon Dieu. OK. Il y en avait un, il m'a super like. Donc, puis moi, quand je suis rentrée, c'était sur Tinder. Puis moi, première fois, j'ouvrais ça, je connaissais pas du tout comment ça fonctionnait. Puis là, vous en avez parlé un peu dans d'anciens podcasts, mais que les applications, ils mettent en valeur les choses payantes, les statistiques. Puis moi, j'avais vu une statistique qui disait, si tu super like quelqu'un, tu vas avoir 30% plus de chances de te faire swiper à droite. Fait que là, moi, j'ai vu ça, puis j'étais comme, ah, ben, c'est flatteur. Là, j'étais allée voir son profil. Grand voyageur. Il y a vraiment l'air d'avoir une fixation sur la culture asiatique. Puis il follow beaucoup de femmes asiatiques. Puis là, à partir de ce moment-là, j'étais comme, non, merci. It's a no for me. Je vais pas, tu sais, la photo... sa photo sur Tinder, en premier, c'était lui en Corée, là, devant un temple. Puis, rien de mal contre les gens qui ont pas une fascination, là, mais qui s'intéressent à la culture asiatique. C'est vraiment intéressant. Mais tu vois, j'ai l'impression que des fois, il y a des personnes qui sont plus en amour avec la culture que la personne. Fait que, par exemple, quelqu'un qui tripe sur la culture japonaise, les mangas, puis les animés, tout ça, il va dire, ben moi, je veux juste sortir avec des femmes japonaises. C'est un peu intériorisé. Puis lorsque j'étais célibataire, il y a une de mes amies qui m'a dit, il y a un de mes amis que j'aimerais te présenter, il te trouve cute. Puis là, j'étais comme, ben c'est flatteur, oui, tout ça. Puis là, elle me dit, mais fais attention parce qu'il aime juste les femmes asiatiques. Là, j'étais comme, ben là, pourquoi tu me dis ça? Ben, en fait, merci de me l'avoir dit, comme ça, je peux l'éliminer, là. Mais oui, c'est ça. Ça tentait pas de le trier avant pour moi. Éliminer l'aventure, là. Non, c'est ça. Puis aussi, il y avait un gars à l'université que son historique de dating, c'était juste des femmes asiatiques. Puis il était blanc, en passant. Fait que là, j'ai vu ça, j'étais comme, OK, non, merci. Puis au contraire, j'ai vécu une espèce de rejet d'un homme qui était à moitié asiatique, qui était moitié vietnamien, moitié blanc. Pas blanc, mais en fait, oui, moitié blanc. Puis c'était un gars à l'université que je trouvais vraiment très, très beau. Puis j'avais envie d'apprendre à plus le connaître. Puis là, ça me touchait vraiment qu'il soit super connecté à sa culture vietnamienne. Il parlait la langue, il allait voir sa famille au Vietnam. Puis j'ai comme été rejetée parce que selon lui, j'étais trop blanche. Tu sais, c'était comme le contraire. En fait, il m'a dit je m'en vais à une soirée avec mes amis, c'est un club, mais toi, t'es trop white pour ça. Puis un moment donné, tu sais, il m'a comme approché la première fois qu'on s'est vu de manière un peu comme « Hey, salut, comment ça va? » Puis là, il m'a raconté plus tard « Oh mon Dieu, quand je t'ai entendu parler, ton accent québécois m'a tellement cut off guard. » Ça veut dire que ça l'a surpris que j'avais un accent québécois, puis pourtant... Fait que ça l'a turn off. C'est ça que ça voulait dire. Fait que là, j'étais comme, coudonc, les hommes asiatiques, ça s'intéresse pas à moi. Les gars blancs, ils trouvent que je suis trop asiatique. Je sais pas trop quoi faire. Fait que dans tous les cas, t'es pris par l'image que tu projettes. Puis les gens te mettent dans des petites cases. C'est ça. Puis, tu sais, la fétichisation raciale, c'est une chose, mais aussi, je suis une femme asiatique. Puis, en tant que femme, en général, je sais pas pour vous si ça vous arrive, mais j'ai l'impression qu'on a tendance à moins nous prendre au sérieux, particulièrement en voyage, puis même ou pas. Tu sais, dans les situations quotidiennes, l'autre jour, notre frigo, à mon copain et moi, il avait brisé. Puis il y a un monsieur de l'immeuble qui est venu le réparer. Puis là, il regardait mon chum, il lui parlait juste à lui alors que j'étais à côté. Puis je disais des choses... Il les ignorait complètement. Puis ça m'a tellement... C'est arrivé comme il y a 2 semaines, tu sais. Puis en voyage, les gens, ils assument que je parle pas français ni anglais, même au Québec. Au Québec, j'imagine que les gens assument pas, comme le monsieur qui t'a interpellé en voiture. Ah oui, puis j'ai une anecdote pour vous. Là. Je suis allée en Gaspésie l'été dernier. Puis j'ai tellement aimé ça. Là, fait que aller en Gaspésie, tout le monde, rien contre la Gaspésie. Je suis allée à un snack bar, tu sais, sur le bord de l'eau, pour manger des guédilles au mort. Puis...
il y a un monsieur qui il passait les annonces, tu sais, les commandes dans un micro, puis là, il disait André et Rosie de Montréal, votre commande est prête. Fait que là, t'allais la chercher au comptoir. Puis là, mon père, il avait donné mon nom. Ouais. Puis là, le monsieur, il dit « Ah, Juliane de Montréal, tu peux venir chercher ta commande. » Là, j'entre, il me regarde et dit « Ah, devrais-je plutôt dire konnichiwa? » Ce qui veut dire bonjour en japonais. Simonac. Je te jure. Puis là, j'étais... Puis là, il dit ça dans le micro, là, devant tout le monde. Puis là, j'étais comme... ben, monsieur, sérieusement, vous pouvez pas assumer que je suis japonaise. C'est comme, ben, t'es quoi d'abord? Là, je suis comme, ben, je viens de Montréal. Puis là, je suis comme... Il est comme, ben non, je comprends pas, là. Ah, t'es vietnamienne, c'est ça? Là, je suis comme, ben non. Puis là, il s'enfonçait. De savoir tu venais de où, là. Ouais, on va en parler tantôt dans les red flags, là. Mais tu viens de où? Puis il insiste, partez en courant. Sérieux, là? Fait que là, après ça, le monsieur, j'étais comme, hey, monsieur, pour vrai, je viens de Montréal, puis ça va finir là. Merci, bonsoir. Puis c'était tellement... Je la raconte avec un peu d'humour, mais c'était tellement humiliant pour moi. Là. Qu'est-ce que je dis, tu sais? Puis souvent, tu sais, dans des situations comme ça, tu figes, tu sais pas quoi dire. Là, après ça, la personne s'en va, puis là, tu y repasses, puis t'es comme, ah, je suis tombée nounoune, j'aurais dû dire ça, je me sens poche. Alors que c'est pas de ta faute. Ouais. Non, vraiment pas. Oui, en tant que femme, on se met beaucoup la pression, je pense, de réagir correctement dans ces situations-là. Puis c'est tellement violent, puis c'est ça que les gens se rendent pas compte, c'est que quand tu reçois des commentaires comme ça, tu sais, genre, ou que justement, t'es avec ton chum, puis la personne s'adresse seulement à ton chum parce qu'il parle de mécanique ou peu importe. T'es tellement heurté que tu deviens justement figé, puis après, t'es comme, hostie, j'ai justement renforcé exactement ce qu'il pensait sur moi, tu sais. Ben oui, puis tu trouves on s'en veut tellement, mais genre, comme, faut tellement avoir de la bienveillance envers soi-même, parce que c'est dur sur un moment, genre, sur le coup, t'es pogné, ça crée tellement d'émotions confrontantes, fait que, genre, faut être doux envers toi-même. Oui, tellement. Puis en Amérique latine, je suis allée au mois de janvier passer un mois au Pérou, en Argentine, puis à Cuba. J'ai été catcall plusieurs fois, évidemment. Puis un moment donné, il y en a un, c'était assez présent. Il a comme quasiment crié à travers la rue. Puis là, j'ai complètement figé. Puis là, j'ai dit à mon chum, je suis comme, peux-tu faire quelque chose? Parce que là, je me sens pas en sécurité, mais là, je me sens pas bien. Fait que là, il est allé parler puis dire, hey, non merci. Pas de 4 calls. Bye, bonne journée. Fait que, puis là, j'étais comme, pourquoi j'ai eu besoin de mon chum? J'aurais juste pu lui dire moi-même. Puis là, j'ai essayé de lui dire au monsieur, genre, hey, fais pas ça, mais j'ai utilisé un ton tellement infantilisant. Hey, can you not call me, please? Thank you. Hey, franchement, là. Mais il n'y a jamais de. Ça n'existe pas, genre, la bonne manière de répondre à ça. Genre, la bonne manière, c'est de. Genre, de viser les personnes qui le font, les harceleurs. Nous, il n'y aura jamais de bonne ou de mauvaise manière d'y réagir. C'est pas ça qu'il faut qu'on réfléchisse, c'est à comment on arrête l'acte en tant que tel, genre la racine. Fait que c'est pour ça que je dis que la bienveillance envers soi-même, c'est vraiment important parce que comme on peut se tourner toute la journée en tête de comme, comment j'aurais pu répondre, mais au final, le problème, c'est que ça sera jamais nous. Là. Tout à fait. Mais je pense qu'il y a aussi un épuisement. Là. Je pense que c'est correct aussi, comme André dit, d'avoir de la bienveillance, puis c'est correct que tu aies envoyé ton chum, genre, à un moment donné, genre, c'est pas tout le temps toi qui vas prendre cette charge-là, puis là, ça a été comme une charge partagée, tant mieux. Puis, mais je comprends que dans ta tête, t'étais comme, hostie, j'aurais dû le faire moi, parce que ça fait en sorte que... Mais de toute façon, ces gens-là vont continuer, puis ça va rien changer, ton commentaire. Tant qu'à ça, si tu peux envoyer quelqu'un, puis pas avoir à dealer avec ces personnes-là. Mais je comprends, c'est pas facile. Moi aussi, mettons, je me fais calculer dans la rue, puis je dis rien. Après, je suis comme, hostie, j'aurais dû dire de quoi, tu sais. Puis pour revenir au... t'allais-tu dire quelque chose? Oui, j'avais une dernière situation qui m'est arrivée tout au long de ma vie. Les personnes racisées et biracial, donc je sais pas comment on dit ça en français. Là. Biracial. Comme, mettons, une personne à moitié noire, moitié japonaise, par exemple. Je me suis souvent fait dire, hey, toi, là, tu vas vraiment avoir des beaux bébés, mais juste quand j'étais avec des gars blancs. Quand j'étais avec mon ex asiatique, je me suis jamais fait dire ça. Mais juste parce que le mélange asiatique blanc ou asiatique latino, peu importe, ça allait être beau, je me le faisais dire. Puis premièrement, c'est d'assumer que je veux avoir des enfants. Tu sais, genre, c'est une question à laquelle je réfléchis. Moi, pour l'instant, j'en veux. Mais qu'est-ce qui arrive où je peux pas en avoir? Tu sais, ce commentaire-là, c'est même si les intentions, tout ça, mais si quelqu'un vous dit un truc comme ça, dit, hey, pour vrai, c'est non. Tu dis pas ça, puis ça m'a fait de la peine. Puis tu peux pas assumer ces choses-là parce que tu peux pas savoir la personne, c'est quoi son cheminement avant d'en arriver là. J'ai l'impression que genre ça vient d'une forme de colorisme un peu, d'être genre comme, tout à fait. Mettons dans ton cas, c'est la maman, donc toi, genre
ton physique va être dilué à travers celui de ton chum. Fait que ton chum va prendre tes qualités, entre guillemets, exotiques. Toi, tu vas être ton enfant. Dans le fond, sera un peu plus blanc, mais pas trop asiatique. C'est comme si ce serait le monde idéal, genre. J'ai l'impression que ça vient de ça, d'une forme de colorisme. Puis on l'entend aussi avec les personnes noires dans le dating, beaucoup « Oh, I want a light skin boy », genre. Comme c'est comme ça qui visait son don bien plus beau puis son don bien plus. Mais quand on commence à y réfléchir, c'est parce qu'il y a des attraits blancs. C'est vraiment, c'est du colorisme carrément. Fait que genre, j'ai l'impression que ça devient là, ce genre de commentaires-là, si je me trompe pas. Oui, tout à fait. Puis c'est tellement déshumanisant, tu sais. C'est genre, OK, j'étais avec un gars asiatique, fait que là, mes bébés vont pas être beaux, c'est quoi, là? Fait que, puis tu sais, c'est quelque chose que les hommes biracial, ils vivent aussi parce que les gens, ils se font une image dans la tête de « Oh mon Dieu, à quoi ton bébé va ressembler? Mais faites juste pas de commentaires sur la maternité puis des choses comme ça parce qu'il y a des personnes qui vivent avec l'infertilité puis ils n'ont pas besoin de recevoir ce type de commentaires. Oui, mais ça démontre l'axe d'oppression d'être une femme et d'être une femme racisée, parce que nous, on peut avoir le commentaire par rapport au fait de la maternité, mais toi, encore plus. C'est un axe de plus à ajouter par rapport à ce commentaire-là qui est super discriminant, objectifiant aussi, tu sais. Fait que je trouve c'est important que tu fasses la nuance. Puis tantôt, tu as parlé un peu des red flags dans le dating. Qu'est-ce que toi, tu as vu ou tu as entendu tes amis racisés vivre par rapport au dating? Ici, mettons, je suis comme, c'est sûr qu'il y a des commentaires que t'as entendus. Là. Oui, je vous ai dit que j'aimais les listes, fait que là, j'en ai... Oui! Puis, sachez que cette liste-là, elle m'a été inspirée du podcast Les Ficelles, que je parlais tantôt. Il y a une chronique de Claudia Chantak une chronique sur des red flags dans les couples mixtes. Donc, c'est mon cas actuellement, mais c'est pas nécessairement en couple, c'est aussi dans le dating en général. Donc, mettons, elle était chinoise et moi aussi. Donc là, je vais utiliser le mot chinoise dans le cas, mais ça s'applique à tout le monde. Donc, t'es belle pour une chinoise. Ça veut dire quoi, ça, t'es belle? Comme, tu sais, c'est quoi, les Chinois sont pas beaux, mais toi, t'es l'exception. Prends le nom comme un compliment. Un complimarde, là. Ouais. Vraiment. Oui, puis en plus, je parlais de ça avec, tu sais, le gars tantôt que je parlais qui disait que j'étais trop white puis qui était asiatique. Ouais. Je parlais de ça, tu sais, des propos racistes qu'on vit en tant que personne asiatique, puis je pensais qu'il allait être solidaire à mon malheur, dans notre malheur, en fait. Puis il m'a dit, ben tu devrais pas les prendre comme ça. Prends-le donc avec humour, tu sais, c'est la meilleure façon de passer au travers. Tu sais, tu devrais pas, tu sais, être atteinte par ça. C'est à toi de pas le prendre mal. Je suis comme, mais pourquoi tu te prends, là? Voyons, fait que là... Ouais, t'es qui pour me dire de gérer mes émotions par rapport à la discrimination que je vis, genre. C'est ça, puis tu sais, ça s'applique à n'importe qui vous fait un commentaire sur comment vous devez vous sentir après qu'il y a quelqu'un qui vous a dit un commentaire qui vous a fait sentir mal. Puis souvent, on n'a pas besoin de chercher bien loin à savoir est-ce que le commentaire m'a heurté. Souvent, quand on n'a pas besoin d'y penser longtemps, genre ça nous fait déjà se sentir pas bien. La confrontation après, puis la discussion, c'est autre chose. Mais tu sais, la personne, elle sait pas qu'est-ce que vous avez vécu. Puis si, admettons, peu importe les intentions que vous avez derrière, puis je m'inclus là-dedans, faut pas assumer que la personne va le prendre avec humour comme toi t'aurais fait. Puis pour revenir à la liste des red flags, tu viens d'où? De Montréal? Non, mais... puis là, il insiste. Puis là, OK, ben je suis née en Chine, blablabla. C'est comme un entêtement, hein, vraiment. Comme si fallait que tu justifies que tu n'étais pas québécoise. Genre, fallait que tu prouves que, OK, oui, je concède, je viens d'ailleurs. C'est comme un entêtement à vouloir savoir tu viens d'où, genre. Oui, puis c'est fou. Par curiosité, d'accord, mais on dirait que, je sais pas, je suis mal à l'aise, mais c'est peut-être encore du racisme internalisé parce que j'ai peut-être honte de dire d'où je viens parce que, ça, c'est le prochain red flag, mélanger gouvernement chinois et identité chinoise. Donc ça, c'est les décisions gouvernementales qui se passent en Chine, c'est hors de mon contrôle. Le coronavirus, c'est hors de mon contrôle. Ça n'a pas rapport avec le gouvernement chinois non plus. C'est un virus qui a émergé là-bas de manière accidentelle. Qui aurait pu émerger n'importe où. Ben, tout à fait. Puis notre cher Mr. Trump casually appelé ça « the Chinese virus ». Donc là, ça l'a pas aidé. Il y a eu une tuerie à Atlanta en 2020. Oui, ça a enclenché une énorme vague de haine. Oui, tout à fait. Puis c'était un jeune homme de 21 ans qui avait un fétiche sur les femmes asiatiques. Il est allé tuer 6 femmes asiatiques dans un salon de massage parce qu'il disait qu'il avait une obsession, puis c'était trop difficile pour lui de les voir. Donc, il a décidé de les tuer. Puis le policier a dit qu'il passait une mauvaise journée.
Donc, c'est ça. La justification des actions des hommes blancs à son meilleur. À son meilleur, vraiment, c'était super glorieux. Ouais. Hey, tu parles bien français? Ah, merci, toi aussi. Tu parles bien français? Puis il y a déjà pas des gars que je datais, mais aussi des messieurs, souvent, en général. J'ai travaillé beaucoup dans le retail, le détail, donc beaucoup service à la clientèle, donc j'ai le droit à toutes sortes de commentaires. Il y a même un monsieur, à un moment donné, il a bow devant moi, là. Il y a quoi? Il y a comme... ici, OK. Genre, il a fait comme une salutation. Oui, il a fait une salutation en se pliant en deux, en pensant que j'étais comme thaïlandaise ou quelque chose comme ça. Aïe, aïe, aïe. Il m'a dit, je veux juste te dire quelque chose avant de partir. Puis là, il a fait ça. Là, j'ai fait, ben non, faites pas ça, monsieur. Bonne journée. Once again, je suis rappelée de l'image que tu projettes sur moi, genre. Ouais, puis là, lui, il se trouvait probablement bien sharp parce que comme moi, j'étais allée en Thaïlande, j'ai appris ce mot-là, puis là, je veux le montrer. Puis là, je l'ai dit à mon ami qui est d'origine libanaise, puis elle était comme, mon Dieu, pourquoi est-ce que je suis pas surprise? Aussi, lorsqu'il ou elle explique ta culture en disant qu'il la connaît mieux que toi, quand il ou elle ne comprend pas ce que ça veut dire pour toi aller en Chine. T'as-tu une anecdote associée à ça? Pardon? T'as-tu comme un exemple associé à ça? Ça t'es-tu déjà arrivé? Ben, ça m'est pas arrivé personnellement, mais je sais que, il y a eu beaucoup de films sur la Chine, dans les dernières années, avant la pandémie, mettons, qui projetaient la Chine comme quelque chose de très positif. Il y a une identité culturelle très, très forte qui m'inspire beaucoup, surtout au niveau de la nourriture. C'est délicieux. Puis là, les gens, ils connectent beaucoup par la nourriture, puis c'est une bonne façon, de faire connaître une culture à quelqu'un, Mais des fois, j'ai l'impression que, mettons, ils ramènent des choses super stéréotypées. « Ah, tu viens de Chine, j'adore telle affaire. » Je suis comme, c'est genre... Ben, OK, merci. J'adore les ramen. Ben, les ramen, ça vient pas de Chine. En passant, fait que... c'est niaiseux. Sûrement qu'ils voulaient être super ouverts en se montrant qu'ils essayent des choses, mais bon. C'est comme la version, genre, ethnique du mansplaining. C'est genre du whitesplaining. Ah oui, c'est ça. Quand ils expliquent ta culture, puis là, c'est pour moi, aller en Chine, ce serait un objectif dans ma vie. C'est sûr que là, les relations entre le Canada et la Chine, c'est assez dangereux. Fait que ça serait peut-être pour plus tard, mais... S'il y a un gars, mettons, devant moi qui m'expliquerait, genre, ce que ça veut dire pour lui aller en Chine, puis comment il trouve ça extraordinaire, tant mieux, mais qui diminue comment moi je me sens. Ouais. Prison. Non, pas prison, mais... J'adore. Prison. Cette expression-là hors micro, puis on est comme... Should we? Est-ce que je devrais? Oui. Non, mais c'est une bonne... Genre, c'est une image, là, genre, vous comprenez, là. Prenez-le avec humour. Ouais. Ou quand... Ah, ça, c'est bon. Quand il dit des propos racistes envers d'autres communautés BIPOC, mais il dit que toi, t'es pas pareil. Ou qu'il voit pas les couleurs. Oh non, le colorblindness. Non. Quelle haleine, SOS. Ouais. Ou qu'il minimise les enjeux raciaux auxquels tu fais face quotidiennement. Quotidiennement avec un Q majuscule, s'il vous plaît. Mais je pense que tes deux derniers points se relient vraiment bien. Si tu prétends ne pas voir les couleurs, ça veut dire que tu prends pas attention. Discrimination, que tu prends pas attention. Difficulté, c'est comme « Oh non, je vois pas les différences. » Non, mais il faut que tu vois les différences parce qu'il faut que tu vois qu'est-ce que je comprends, comme qu'est-ce que je vis, tu sais. C'est ça. Fait que quand toutes ses ex et blondes sont asiatiques, puis que lui est blanc. Puis là, je veux juste dire, si dans votre situation, vous êtes une personne blanche, puis vous sortez avec une personne non blanche, ça veut pas dire que vous faites de la fétichisation. C'est vraiment pas. Par contre, les green flags, selon moi, ce serait d'écouter sa partenaire, essayer de comprendre ce que l'autre vit, ses besoins. Fait que moi, si vous n'avez pas eu encore la discussion avec soit vos amis, vos partenaires amoureux, ben je trouve que ce serait pertinent de faire « Hey, tu sais, je me demandais comment toi tu te sentais par rapport au fait qu'on était un couple mixte, par exemple. Est-ce que tu as déjà daté des gars blancs? Comment tu as vécu ça? Ou des filles blanches? » Puis aider la personne dans son cheminement identitaire si c'est ce qu'elle veut. Puis embrace la culture de l'autre, comprendre sa réalité sans dire que « Ah oui, je comprends totalement ce que tu vis juste à travers tes mots » parce qu'on ne pourra jamais se mettre dans la peau de l'autre personne, mais de dire « Ah, OK, t'as vécu ça, puis t'as vécu tel type de commentaire. Ben prochaine fois que, tu sais, mettons, j'entends quelqu'un dire un commentaire du genre, je vais intervenir. » Parce que, tu sais, c'est arrivé dans la famille de mon copain qui ont dit des choses un peu douteuses devant moi et lui. Puis moi, j'ai pas su intervenir, mais lui non plus. Puis là, après ça, j'ai eu une discussion avec lui. Je suis comme, tu sais, c'est ta famille, fait que c'est un peu gênant pour moi de le dire. Fait que j'aimerais ça que pour les prochaines fois, tu interviennes. T'es pas obligé d'intervenir sur le coup parce que tout le monde a sa personnalité, puis ça peut être très confrontant. Fait que
c'est juste que c'est pas à moi de porter la charge d'éduquer les personnes. Oui, d'adresser la situation. Oui, c'est ça. Fait que c'est comme une responsabilité partagée si vous avez un ou une partenaire qui est issu des minorités ethniques, d'avoir la discussion avec lui ou elle, selon moi. Oui. Mais dans tous les cas, ça demande une conversation continue qui va être malaisante, qui va être confrontante. Surtout, tu sais, dans les couples mixtes, tu vas confronter ta fragilité blanche, tu vas confronter des préjugés que tu as intériorisés depuis l'enfance que tu savais même pas que tu avais, genre, puis ces conversations-là sont nécessaires. Je pense pas qu'on peut rentrer en tant que personne blanche, on peut pas rentrer dans une relation avec une personne racisée, les yeux fermés en se disant comme tout va bien aller, hihi, genre. Non, c'est ça, parce que, tu sais, j'ai un nom de famille québécois, mon nom, c'est Juliane Poulain. Tu sais, quand tu me vois pas, puis tu fais juste m'écouter parler, je ne pense pas avoir d'accent. Il y a déjà quelqu'un qui m'a dit que j'avais un accent, mais quand je parlais, mais je sais pas trop pourquoi. Québécois, non? Oui, ben que j'avais un accent asiatique. Je sais pas trop d'où ça sort, mais il m'a vu, puis il a dit... un accent très keb. C'est ça, il m'a dit « Ah, c'est pour ça que t'as un accent. » J'étais comme... Ben, je sais pas. Non. Ben, tu sais, c'est pas une insulte, mais j'ai juste pas compris. Bref. Fait que, tu sais, à cause de ça, mais malheureusement, quand les employeurs ils voient mon nom sur un CV, ben, ils savent pas que je suis une personne asiatique. Puis des fois, j'attendais dans les salles pour des entrevues. Puis là, ils me voyaient, puis ils sont comme Juliane Poulain. Puis là, je suis comme oui, c'est moi. Vous êtes pognée avec moi, merci. Puis tu sais, j'ai une amie asiatique qui est d'origine coréenne, puis elle est arrivée ici à l'âge de 12 ans. On n'a pas les mêmes privilèges. Elle a un nom coréen, puis elle parle super bien français, mais avec un accent. Puis ça va malheureusement, inconsciemment, la désavantager. Tu sais, on était ensemble au cégep, puis genre, on avait un prof de philo qui lui parlait comme si c'était une enfant, là, littéralement. Fait que là, ça me faisait de la peine, parce qu'à moi, il me parlait pas du tout comme ça. Oui, une espèce de stéréotype, genre, d'intelligence aussi, de compréhension, de cognition qui va être appliqué, Aïe. Est-ce que... Moi, je pense que ça faisait le tour un peu du sujet. Je trouve ça bien qu'on finisse aussi avec des green flags, des pistes de réflexion. On va vous mettre aussi plusieurs recommandations en description. Mais je suis curieuse de savoir, genre, comment genre, tu te sens d'avoir tout le temps cette liste de green flags-là puis de red flags-là dans ta tête? Genre, est-ce que ça fait en sorte que, comme, relationner puis le dating, c'est lourd, genre? C'est comme, je m'imagine que ça doit être là. Tu dois être tout le temps, comme, hyper vigilante. Oui, bien, c'est sûr qu'avec cette liste-là, il y a comme une méfiance de la fétichisation qui s'est, comme, développée en moi, surtout depuis que mon ami m'a dit « Ah, il aime juste les filles asiatiques. » J'ai fait comme... Oh mon Dieu, ça veut dire que... Ben, pas ça veut dire, mais il y en a sûrement d'autres, tu sais, qui sont comme ça. Fait que en tant qu'individu, c'est important de s'éduquer, comme vous faites présentement. Si vous écoutez le podcast, partagez-le avec vos amis, les personnes issues de minorités ethniques dans votre vie. Fait qu'il y a aussi une importance de la représentation à la télé. Mais oui, c'est sûr qu'il y a une méfiance de la fétichisation quand tu dates en tant que femme racisée. Depuis que j'ai vécu des expériences comme ça, je pense qu'il faut avoir une approche sommairement positive, mais prudente. Par exemple, moi, mon chum, il est blanc. Puis je lui ai fait un genre de discours en début de relation, puis j'ai dit, ben tu sais, c'est pas parce que, premièrement, je suis sa première blonde, mais aussi, j'ai dit, tu sais, c'est pas parce que j'ai un nom québécois, que j'ai pas d'accent, mais que j'ai un privilège en ayant mon héritage culturel québécois qui fait en sorte que je connais super bien les références culturelles, que je ne vais pas vivre de discrimination, de racisme, de sexisme. Fait que, tu sais, toi, en tant que partenaire, ce que je m'attends, c'est fixer des attentes pour un partenaire. Tu sais, ça semble un peu rigide, mais tu sais, dans mon cas, c'est vraiment ce que je recherche, c'est quelqu'un qui va écouter, tu sais, qui va être prêt à entendre des choses difficiles, qui va être prêt à trouver des solutions avec moi, qui va m'aider dans mon cheminement identitaire, qui va être capable de reconnaître des comportements ou des propos qui sont racistes. C'est pas quelque chose à laquelle je m'attends dès le départ. T'sais, ça va faire 1 an qu'on est ensemble, fait que c'est quelque chose qui évolue au fil du temps. Fait que moi aussi, des fois, je suis comme « Hey, ben, il y a un podcast Apéro Sexo qui est sorti, va l'écouter! » Fait que je l'éduque aussi à travers comme les plateformes qui m'ont beaucoup aidée, moi-même. Dans mon cheminement. Oui, pour être capable aussi, comme on en a parlé un peu à travers l'épisode, mais que tu n'es pas tout le temps la seule personne qui doit éduquer, que ce soit les personnes de ton entourage, ton partenaire, puis que, effectivement, tant mieux que dans les dernières années, il y a une ouverture de discussion sur le sujet, puis il y a beaucoup de ressources. Oui, de ressources qui existent, tu sais. Puis l'importance des consulter
oui, en tant que personne racisée, parce que des fois, ça peut faire du bien aussi de comme, OK, genre... Se sentir compris. Ouais, se sentir compris. Oui. Mais j'aurais tendance à dire surtout en tant que personne blanche, genre, tu sais, comme... Puis je sais que cet épisode-là, en ce moment, sera peut-être pas écouté par les hommes. Oui. C'est ce que je me suis dit au début. C'est ça, mais c'est d'où l'importance, genre, c'est que ça prouve le point, tu sais, fait envoyez ça à vos amis. C'est ça, parce que, tu sais, on regarde racisme sexuel, là, on voit le mot racisme, on se dit, ben moi, ça me concerne pas. On va mettre un titre, genre. J'ai déjà pensé, genre, durant l'épisode, genre, faut qu'on brainstorm un titre truqué, genre. Okay, parfait. Bonne idée. Parce que, tu sais, mettons les mots racisme, fétichisation, tu sais, souvent, on s'associe pas à ces mots-là qui sont super, tu sais, lourds de portée, lourds de sens. Fait que là, nous, on veut pas être étiqueté comme ça. Fait que là, on se dit, moi, ça me concerne pas. De toute façon, je suis blanc. Fait que j'ai jamais vu de racisme dans ma vie. Bon, peut-être, là, mais tu sais, c'est important d'être super aware, tu sais, comme au fait de. Puis aussi, une dernière affaire, s'il y a une personne qui travaille au ministère de l'Éducation, s'il vous plaît, intégrez les perspectives des personnes racisées et des groupes marginalisés. Si vous voulez parler d'un sujet, tu sais, toi, je sais que tu as fait un stage dans une école secondaire. Comment tu as trouvé ça? En tant que professionnelle de la sexologie? Difficile. Ben, le problème a été que le bac nous éduque très... Mettons, moi, c'était très... Il y avait peut-être 5% de personnes blanches à mon école à l'école secondaire où j'étais. Ouais. Okay. Mais ça a été pour... Genre, c'était moi le problème. Genre, parce que je manquais beaucoup d'éducation sur comment intervenir. Il y avait beaucoup de communautés religieuses aussi. Fait que ça comme... Okay. Le bac, il y a beaucoup de billets, dont ça. Fait que je manquais de connaissances, honnêtement. Puis d'un autre côté, c'était pas à eux de m'éduquer non plus. Fait que ça a créé un clash. C'est la chose qui m'a le plus confrontée puis qui m'a le plus sorti de ma zone de confort parce que j'ai vécu dans un bac biaisé. Puis ça a été vraiment difficile pour moi parce que j'étais, tu sais, juste en général, la religion, je m'y connais pas tant, genre. Puis culturellement... non plus. Fait que j'ai été comme... C'est ça, genre ça a été... Puis aussi, parler de sexualité, c'est pas facile, genre. Fait qu'il y a eu beaucoup de clash. Fait que d'où l'importance de, genre, j'aurais dû être éduquée sur le sujet. Puis genre, c'est pas... Je veux pas juste blâmer le bac, genre. Tu sais, c'est comme, moi aussi, j'aurais dû, sachant que j'allais à cette école-là, m'éduquer plus, tu sais. Puis ça a pas... Genre, je m'en veux à ce jour aussi parce que j'ai dû faire des erreurs genre qui auraient pu être évitées en ayant plus d'éducation. Oui, par le bac, mais aussi par moi, genre de m'être éduquée, tu sais. Fait que ça a été quand même difficile, honnêtement, genre ce milieu-là qui m'était, au contraire, genre, tu sais, dans cette situation-là, c'est moi qui étais comme la minorité, puis je suis comme... C'est la première fois que j'étais dans cette position-là, ce qui prouve à quel point les minorités vivent ça tous les jours. Genre, je veux comme bien dire mon propos, mais comme eux vivent ça à tous les jours. Moi, je le vis une fois dans ma vie, puis ça me rend inconfortable. Allô, ma belle. Genre, pose-toi des questions, tu sais. Fait que voilà, ça a été ça, mon expérience de stage. En vrai, je suis comme, ah, mon Dieu, OK, c'est bon. Oui, ça a été pas facile, puis ça démontre encore la pertinence du sujet d'aujourd'hui, tu sais. De comme, c'est pas parce qu'on est allé au bac en sexo qu'on a été... éduquée pour intervenir avec tout le monde, tu sais. Puis ça a été un clash de mon côté, mais comme, ben, c'était genre, c'était quand même de ma faute aussi. Genre. Mais c'est ça, en tant que personne blanche, il faut qu'à un moment donné que tu le fesses, le mur, là. C'est ça. Genre, on grandit en société, puis je pense que, comme, si je te poserais la question, on aurait une réponse différente, mais comme, à quel moment t'as réalisé, comme, tu ressemblais à quoi? Genre, à quel moment tu as réalisé que tu étais blanc ou à quel moment dans ta vie tu as réalisé que tu étais asiatique ou à quel moment tu as réalisé que tu étais noir? Je pense que c'est au cégep que j'étais comme je suis blanche, j'ai des privilèges, j'ai tatata. Si je demande à une personne raciste, je pense que dès l'enfance, elle est consciente de l'image qu'elle projette. Puis je suis comme OK, tu as réalisé beaucoup plus jeune que tu n'étais pas comme les autres. Ouais. Ça m'est arrivé en maternelle, en fait. Tu sais, premièrement, à la garderie, c'était comme une garderie. Moi, j'ai du West Island. Puis dans le quartier du West Island où est-ce que j'étais, c'est très, très diversifié. Beaucoup, une communauté sud-est asiatique. Puis, fait qu'à la garderie, tout était bon. Mais là, j'arrive en maternelle, je me chicane avec une petite fille. Puis là, elle était comme, t'es juste un gros bébé lala chinois. Puis ça m'a tellement fait de la peine. Ça m'a brisé le cœur. Puis là, juste le fait qu'elle ait dit le mot chinois, j'ai fait...
ben c'est ça que t'as vu, fait que Ouais. tu m'associes à ça, puis là, Ouais. tu me vois, tu veux pas être mon ami. OK. Aïe. Fait que ouais, c'est là que je m'en suis rendu compte. Puis là, tu sais, les gens, ils voyaient mes parents blancs, puis là, ils me voyaient moi. Puis j'ai une sœur aussi qui est chinoise adoptée, puis lui, il comprenait pas. Fait que là, j'essayais d'expliquer. Mais on dirait que j'étais gênée. Je te dis, ben, tu sais, je suis pas née ici. Mes parents, ils sont allés me chercher en Chine, tout ça. Puis ça pourrait être un podcast à part entière, l'adoption, là, mais j'ai eu des commentaires comme quand j'étais faite en Chine. C'est faite en Chine dans le sens Oui, je comprends. de basse qualité, que mes parents ils m'avaient acheté, puis que ça a coûté cher, puis que, ben, regarde, c'est ça. C'est un bagage qu'on traîne, puis que j'ai souvent diminué, mais c'est quelque chose qui m'a suivi pendant... Tu sais, c'est pas vrai qu'il y a un gars de mon âge qui m'a dit ça, mais même si c'est arrivé quand j'avais peut-être 7 ans, ben ça m'a suivi, puis je m'en rappelle encore, puis je suis capable de le dire. Fait que tu réalises beaucoup plus tôt dans tes relations interpersonnelles qu'une personne blanche qui est comme OK, je suis vue de telle manière et avec cette manière-là, il y a bagage, des valises de préjugés puis de discrimination qui viennent avec. Qu'une personne blanche n'aurait jamais à questionner. Puis comme tu dis, tu te poses jamais la question de comme réfléchir comment les gens me voient, tu sais. C'est comme, c'est fou, tu sais, en maternelle, là, genre, t'es un bébé puis tu dois éduquer, genre, puis d'où l'importance de, comme, s'il y a des parents qui nous écoutent aussi, d'ouvrir la discussion avec leurs enfants aussi, tu sais, c'était pas à toi, à genre 5 ans, d'éduquer, genre, les petites filles puis les petits gars, genre, à la maternelle de ta réalité, tu sais. Fait que ça démontre aussi l'importance d'ouvrir la discussion jeune, là, j'imagine. Ce que mes parents n'ont jamais fait. Fait que... moi, ils me l'ont fait, dans le sens, t'es chinoise, t'es pas pareil que les autres. Puis là, on dirait que j'ai fait, ah oui, ça veut dire que... Tu sais, moi, j'avais pas conscience que tu... Oui. C'est sûr que je voyais dans la classe qu'il y avait pas beaucoup de personnes qui me ressemblaient. Mais je veux dire, c'est pas... J'attribuais pas nécessairement de trucs négatifs. J'étais comme, bon, ben, c'est correct. Puis là, j'ai réalisé plus tard pourquoi ils m'ont fait ce petit avertissement-là. Ça veut dire que j'allais... Ils savaient que t'allais vivre de la discrimination. Puis... Exactement. C'est fou, hein? Merci tellement pour cette discussion. Oh, mais on fait-tu les confessions sexuelles? Ben oui, on fait les confessions sexuelles. Oui. T'inquiète. Je m'excuse, je voulais pas t'interrompre. Ben non, mais je voulais juste comme conclure. Oui, avant de sauter à... Ça a-tu rapport avec l'épisode, toi? Oui. OK. Pas nous, hein? Pas nous. OK, c'est pas grave. Oui, les confessions sexuelles. J'adore. Vas-y, vu que ça a rapport à l'épisode. Ça n'a pas rapport avec l'épisode. Non. Ah, c'est vraiment pas grave. Mais oui, j'avoue, ça m'a pris du temps avant de trouver. Puis ça a rapport avec mon copain qui, en passant, est au courant de cette confession. Donc, je le dis pas dans son dos, sans son consentement. Il m'a demandé, par contre, de préciser que c'était un commentaire avec des super bonnes intentions. Mais dans le fond, nous, on aime ça s'appeler par des petits surnoms. On est des cat lovers. Fait que c'est tout par rapport aux petits chats. Puis au lit aussi. Puis un moment donné, tu sais, quand il me faisait des cunilingus, il me disait tout le temps, mon Dieu, tu goûtes donc ben bon, tu sais. Puis là, il a dit, ah, tu goûtes bon, t'es comme mon petit buffet chinois. Aïe. Oh non, Il y a la morve qui est sortie de moi. Rappelles-tu de Best of Us? Mais j'ai un nez. Ça filme plus, fait que it's safe. C'est bon. Fait que, puis tu sais, j'ai avoir l'air de brag, là, mais c'est pas le premier qui m'a dit ça. Fait que ça veut dire que je goûte très bon, tout le monde. J'adore. Mais, tu sais, les autres personnes qui me l'ont dit avant, j'ai pas vraiment passé de commentaires. On dirait que je trouvais ça drôle. Puis là, comme mon chum, il m'a dit ça, tu sais, vu que c'était pas la première fois, on dirait que là, c'était comme une accumulation qui était comme saturée. Puis là, tu sais, quand j'ai dit tantôt que, genre, d'habitude, ça te prend pas beaucoup de temps avant de comprendre si un commentaire te fait sentir bien ou mal. Là, ça m'a fait sentir mal, tu sais. Puis là, je suis allée voir, je suis comme, hey, comme, tu sais, peut-être pas dire des choses par rapport à mon ethnicité. Tu sais, tu peux me dire que je suis un beau petit buffet, 5 services parce que je goûte bon, mais tu sais, de mettre le mot chinois, tu sais, en plus, il y a beaucoup de choses dans la culture populaire que quand tu mets le mot chinois, c'est péjoratif. Un dépanneur chinois, une compagnie chinoise, un buffet chinois, tu sais, un restaurant chinois, c'est sale, tu sais, c'est insalubre. Fait qu'à cause de ça, tu sais, de ce que j'ai entendu, j'ai comme plus envie qu'on... C'est ça, c'est pas juste le mot, c'est ce qu'on me ramène à ça. Puis tu sais, moi, j'adore la culture chinoise, tout ça, c'est quelque chose que c'est un cheminement qui en continue par rapport à s'intéresser à ça. Fait que là, il a fait oui, c'est vrai, t'as raison, je vais faire attention. Fait que, tu sais, là, allez pas le chicaner, parce que, tu sais, c'est vraiment pas intentionné. Je pense que ça se voulait être drôle. On connecte beaucoup par l'humour, lui puis moi. Puis si, par exemple, il m'avait dit ça, puis moi, je l'avais bien pris, ben
il n'y aurait Ouais, pas ouais. eu de problème. Mais là, j'ai pas trouvé ça drôle. Donc là, voilà, c'était ma confession. Mais j'aime ça. C'est vraiment une bonne confession. Ouais, Si tu démontres le... Excuse, on parle- vas-y. Non, mais je pense qu'on veut dire la même affaire aussi. OK, mais moi, j'allais juste dire que, tu démontres que, comme... Oui, genre, l'humour, il y en a qui peuvent bien le prendre, mais ça démontre aussi que c'est pas parce que c'est une blague qu'il y a pas... que ça apporte pas comme des... Tu sais, c'est correct que tu le prennes mal, genre, t'aurais dû le dire si t'aurais utilisé des meilleurs mots que moi. Genre, OK, si tu l'avais bien pris, t'aurais pu quand même ouvrir la discussion après. Ouais. Puis là, vu que pour toi, c'était pas, genre... C'était pas drôle, genre, c'est pas parce que, à la base, il y avait une bonne intention que ça va pas te blesser quand même, tu sais. Ouais. L'intention, on le dit souvent, mais comme c'est pas parce que vous avez des bonnes intentions, la gang, que vos commentaires ne sont pas déplacés. Amen. Ou peuvent pas blesser. Ça montre aussi que c'est un cheminement. Genre, je pense qu'on l'a pas mentionné pendant l'épisode, mais il y a des personnes qui vont être genre, ah ben moi, je fréquente des personnes racisées, fait que I'm all good, I'm an ally. Genre, ça va. Mais non, genre, tu peux fréquenter des personnes racisées et perpétuer du racisme au sein de tes relations. Fait que genre, c'est un bon exemple que c'est un cheminement, puis ça se déconstruit, puis ça se désapprend à travers les discussions que tu as avec tes partenaires. Puis moi aussi, je suis victime de ce système raciste-là. Fait que, genre, c'est pas parce que je suis une personne racisée que moi, j'ai la vérité absolue sur tous les enjeux liés au racisme. Tu sais, j'ai probablement dit des choses racistes dans la vie. J'ai probablement, comme, imité des accents ou des affaires comme ça. Puis j'ai dit sûrement des propos misogynes, genre, moi, je me tiens juste avec les gars parce que des filles, c'est trop compliqué. Puis j'ai déjà dit ça, c'est vraiment gênant, On a là. toute cette phase-là. Je suis vraiment désolée. Puis, en tout cas, de dire qu'une femme est folle, j'ai probablement déjà dit ça. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a personne qui est à l'abri de ce que ça implique. Ben, si vous écoutez ce podcast, si vous informez de cette façon-là, c'est pas obligé d'être des documentaires super formels. Vous faites déjà un bon pas vers l'avant. Ouais. Notre confession. Ouais. Notre confession. Qu'est-ce qu'il y a? Je pensais que t'allais rechanter encore. OK, vas-y. Ben, Rosie puis moi, on a une grande annonce. On s'est mariés. Oui. Ce vendredi. Oui. Ouais. Ben là, pour les gens, ça va être il y a longtemps. Oui, les là, pauvres, mais ça fait longtemps. On s'est mariés fin juin, dans le fond. Fait qu'on a fait une cérémonie avec nos amis. On a invité tout le monde. Il y a eu un petit spectacle et tout. Puis on s'est mariés. C'est un mariage symbolique, guys. On n'a pas genre... On n'a pas d'alliance, là, genre. On s'est mariés, on a fait un mariage d'amitié. Oui, c'est ça. J'allais dire, ben, c'est ça. Dans le fond, on n'est pas un couple. On a utilisé... En fait, on a utilisé... Il y avait plusieurs choses là-dedans, là, mais on voulait faire un party, puis on était comme, qu'est-ce qu'on peut faire de spécial? Puis au début, on a pensé de façon très... c'était comme banal, genre, on va se marier, genre. Puis au final, ça voulait quand même dire de quoi, dans le sens que, comme, on s'est promis, genre, un amour inconditionnel jusqu'à la fin de nos jours, tu sais. Puis c'est comme la première... En fait, je me suis rendu compte en faisant mes vœux pour André, je pense que c'est la seule fois dans ma vie que je vais pouvoir dire ça. Que, genre, je vais pouvoir t'aimer jusqu'à la fin de ma vie, parce que l'amitié peut toujours l'amitié peut évoluer dans le temps. On peut... Tu sais, notre amitié va changer à travers le temps, mais je me suis rendu compte que si j'étais... genre en couple avec quelqu'un, j'allais me marier, je peux pas promettre d'aimer cette personne-là jusqu'à la fin de mes jours. Genre, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai pareil. Genre, tu sais, je veux dire, la vie change trop. Puis quand on a juste à penser à genre les amitiés qu'on a de longue date versus les partenaires qu'on a de longue date, tu sais. Moi, la plupart de mes amitiés, ça fait des années, puis je vois pas dans quel monde ces personnes-là, je les aimerais plus. Tu sais, nos amis, on les choisit beaucoup plus. Tu sais, veux pas... les partenaires, des fois, qu'on choisit, c'est... Au début, on est attiré, genre, physiquement par eux. Je sais pas, je m'en allais où avec ça. Mais il y a quand même, genre, on s'est engagé dans notre amitié pour la vie, genre. Puis je me suis trouvé genre, un vilain plaisir, genre, pendant le mariage, parce que de nos amis, genre, je suis amie avec beaucoup de mes ex-fréquentations. Fait qu'il y avait beaucoup des personnes que je fréquente ou que j'ai fréquentées par le passé qui étaient présentes. Puis de dire devant toutes ces personnes-là, genre, hey, la personne que je choisis, ce n'est pas toi. C'est mon amie. Puis genre, là, comme, la plus belle histoire d'amour que j'ai vécue dans ma vie, c'est avec Rosie, genre. Puis c'est un beau pied de nez, genre, aux relations, puis à la décentralisation des hommes dans nos vies. Puis genre, c'est un peu comme... C'était le début de notre processus de comme... Les hommes font trop partie de nos vies, genre. Donc, nous, on va se marier. On va se prioriser. Voilà. Vos vœux étaient tellement beaux. Non, pour vrai, j'ai presque pleuré. Quand t'as dit, je pense qu'il n'y a pas une journée où est-ce que j'ai pas dit à André, je t'aime, j'étais comme, non, c'est trop. Non, mais les vœux à Rosie, genre, j'aurais dû passer en premier parce que j'étais gênée. Genre, Rosie, c'était trop bon, là. J'étais comme, ça n'a pas de bon sens. Ah, mais toi aussi, c'était... Ben oui, genre, c'était chacun à notre manière.
Mais moi, j'étais saoule rendu là aussi. C'est ça le problème. Pas bête. Oui, c'est ça le problème. Genre, je me rappelle plus exactement de tes vœux, mais tu sais, ça arrive. Je peux là. te les envoyer. C'est ça. Merci full pour cette belle discussion. Merci à vous deux. Merci d'avoir partagé ton expérience avec nous. C'est important, mais c'est pas ton devoir de le faire. T'sais. Fait que je trouve qu'on est privilégié de comme pouvoir vous offrir cette discussion. Non, mais c'est vrai, en tout cas, on le dit souvent, là, mais comme, genre, toi, t'es ta personne, genre, Juliane, puis t'es pas seulement une personne racisée. Puis aujourd'hui, tu m'as parlé de ta difficulté en étant une personne, des difficultés que tu peux vivre en étant une personne racisée. Fait que merci full. On espère que ces discussions-là vont provoquer des discussions auprès des personnes qui écoutent l'épisode, des réflexions aussi, peut-être motiver les gens à lire plus, écouter plus de podcasts, s'éduquer un peu plus. Fait que merci full pour ton temps. Mais ça fait plaisir. Merci à vous. Merci pour votre incroyable projet. Merci. Je trouve ça tellement rafraîchissant de voir deux femmes Gen Z faire un gros projet pour de l'éducation à la sexualité, mais de manière décomplexée, intersectionnelle, relatable. On essaie. C'est accessible, c'est ça que je voulais dire. Fait que merci beaucoup à vous deux. J'ai passé un excellent moment. On se lance des fleurs. Bon, à la semaine prochaine, les amis. Merci d'être restés jusqu'à la fin. On veut juste prendre un petit 30 secondes de votre temps pour remercier les partenaires qui rendent la saison 2 possible et le podcast. Donc, Ecclesia, qui est une boutique de fourniture vintage, Flore Sauvage Lingerie, une compagnie québécoise de lingerie, et Monokini, qui est une compagnie de céramique façonnée à la main à Montréal. Ouais, c'est vraiment grâce à eux qu'on est capable de faire la saison 2 puis vous offrir ces mots doux dans vos belles oreilles. Voilà. Non, mais c'est parfait. C'est ça. Puis je voulais aussi remercier les personnes qui rendent le podcast possible de différentes manières, comme Fred Tagvorian qui a fait notre musique, qui est la même musique depuis la saison 1. Ça vous berce dans vos... En tout cas, bref, je me sens poétique aujourd'hui. Ensuite, non, on y va. Gabriel Boutin qui a fait notre photo pour la saison 2, photo absolument magnifique sur laquelle on trippe. Et Guillaume Cadieux au montage qui nous tolère toutes les semaines. Exactement. Le nombre de rottes qui entendent, vous comprenez pas, là. C'est tout. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.